Alors, je suis tombé sur une vidéo incroyable. D'habitude, on aime bien voir Bégodeau défoncer des mecs. Mais là, il s'est passé un truc, c'est que Bégodeau est allé débattre avec des gros libéraux, libertariens un peu, enfin voilà. Et il y avait un YouTuber libertarien au débat qui s'est fait défoncer par Bégodeau. Et le mec a tellement pris la sueur qu'il a publié le débat sur sa chaîne, mais en rajoutant des commentaires qu'il a fait a posteriori pour essayer de se donner raison. Et même quand il recommande par derrière, en fait, c'est affreux, quoi. Vous allez voir, c'est exceptionnel. J'ai tweeté un petit peu dessus. On va pas tous faire parce que ça dure 2 heures, mais le mec pleurniche pendant 2 heures sur un débat qui dure 1h10, donc il rajoute comme 50 minutes de contenu. Vous allez voir ce qu'on peut y entendre, par exemple. Parce que moi, je suis un bourgeois. Voilà, je définissais le bourgeois de 2 manières. Enfin, pour moi, il y a une conjonction de 2 choses qui font le bourgeois. C'est une certaine position économique dans les rapports de production, comme on dit. Ce sont des gens qui sont des propriétaires, qui sont notamment propriétaires des moyens de production. Alors moi, je suis propriétaire, mais pas propriétaire des moyens de production. C'est là où on voit que ces vieilles thèses marxistes ne fonctionnent plus du tout au XXIe siècle. Si, je t'assure, tu es propriétaire de plusieurs moyens de production, tu es propriétaire d'une voiture, où tu peux tout à fait transporter des gens, tu es propriétaire peut-être d'un appartement que tu peux louer en Airbnb, tu es propriétaire d'un PC avec lequel tu peux faire des sites internet ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ce distinguo entre propriétaire... Vous imaginez le niveau de conneries qu'il faut pour sortir ça? Le mec te dirait... que voilà, les mineurs dans Zola, ils étaient propriétaires d'une pioche et du coup, voilà, ils avaient les moyens de production. Et donc, c'est leur faute si ils se soumettent aux bourgeois. Hein. C'est vraiment pas des exploités, ces mecs-là. Le mec te dit, t'as une voiture, donc t'es propriétaire des moyens de production, quoi. Enfin, il capte pas la différence entre un bien d'équipement, d'usage, un bien de consommation et un moyen de production qui permet d'exploiter des gens et d'extorquer de la plus-value, quoi. Il voit pas la différence. Limite, il va te dire, ouais, t'as des mains, donc du coup, tu peux fabriquer des choses, donc t'as des moyens de production, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Enfin bon, voilà. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, ce distinguo entre propriétaire des moyens de production ou autre n'a plus aucun sens tant qu'on parle d'activités qui relèvent du tertiaire de la société de service. Ça avait du sens à l'époque du secondaire, à l'époque des usines, à l'époque où Marx a élaboré ses thèses. Mais continuer à faire preuve comme ça de psittacisme sans réaliser que la société a changé et que... c'est vraiment économiser du glucose, en fait, quelque part. Parce que moi, Et puis ça, c'est le truc de droitard débile. Quand tu lui parles un petit peu de faits politiques, il va ramener ça à des trucs biologisants, en disant oui, c'est de la vie. Il va te dire ouais, c'est la calorie. Lui, il te dit c'est le glucose, quoi. Enfin, ça sort de nulle part. Il te sort un truc, ça sort de son cul. Genre oui, tu as un appartement. Alors déjà, tout le monde n'a pas un appartement. En plus de ça, tu peux louer un Airbnb. Bah, si tu vis dedans, en fait, non, tu peux pas louer un Airbnb. Alors oui, si tu as 3 appartements et que tu commences à les louer, là, on peut commencer à... parler de capitalisme, parler de bourgeoisie, mais par contre, si tu as juste un appartement dans lequel tu vis, c'est pas la même chose, quoi. Alors, on ne parle même pas de la voiture et puis de l'ordinateur, quoi. Là, je vous mets des extraits qu'on va pas voir parce qu'on va regarder la vidéo, mais on va pas regarder tout. Donc là, je trouve qu'il s'auto-clash parce que ce qu'il dit de Bégodeau, en fait, on pourrait tellement l'appliquer à lui. Ça, c'est en gros un extrait qu'il met où il coupe Bégodeau et il rajoute évidemment en post-production. Et c'est là où tu ne comprends même pas ce que tu prétends critiquer. Et donc si tu ne comprends pas ce que tu prétends critiquer, ça a un nom, ça s'appelle des préjugés. Le b.a.-ba avant d'essayer de critiquer quelque chose, c'est au moins de l'étudier, je n'ose pas dire de l'aimer. Hein. C'est n'importe quoi, enfin, tu peux me dire que ce mec-là connaît le marxisme, l'a étudié, il voit pas la différence entre force de production, moyen de production, enfin, c'est ridicule. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Sinon, bah voilà, Force de travail, hein, pas de production, parce que sinon il va me reprendre, il va dire voilà, c'est un faux marxiste. Nage dans des préjugés, et il faut bien le dire, dans une certaine forme de conflit mimétique. et que du C'est des mecs qui aiment bien se branler en utilisant des petits mots et tout, c'est insupportable. Là, il y a à gauche qui a trouvé un extrait qui est assez incroyable. Activistes qui n'aiment pas l'individu et au titre de quoi vous pourriez protéger l'individu contre la chape collective qui s'abattrait sur lui. Non, c'est pas des idées, c'est quelque chose de très très concret, je t'assure. Moi, je pourrais te parler, par exemple, je ne l'ai pas fait dans le débat par décence, et puis après tout, vu le niveau de bassesse de ta position, je peux me permettre. Je pourrais te parler, par exemple, de quelqu'un que je connais, qui est monté à Paris très...
Il a pris il a le seum, le gars, vu le niveau de bassesse et tout. C'est bon, tu débats avec Bégodeau, le mec, il t'a pas craché à la gueule non plus. Très jeune et qui voulait faire serveuse parce que quand tu montes à Paris et que t'as pas 18 ans, et ben on t'explique que tu ne peux pas travailler forcément, et donc voilà, donc elle s'est retrouvée, c'est une jeune femme qui s'est retrouvée à Paris comme ça, sans pouvoir subvenir à ses besoins. Et elle ne demandait pas mieux que de travailler honnêtement. Mais qu'a fait l'État? Ben, l'État qui voulait protéger la jeunesse, justement, lui a interdit de travailler dans un bar comme serveuse ou de faire ce genre de petit boulot. Et ben du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Et ben elle a fait pute. Non mais c'est vraiment la tech la plus éclatée que j'ai jamais entendue. Ça c'est les libertariens, l'État c'est toujours mauvais. Du coup il dit oui, l'État a interdit à une jeune de travailler, donc elle a dû faire pute. Comme si l'État déjà autorisait les jeunes à se prostituer. Déjà ça sort de nulle part, je suis désolé. L'État interdit à la jeune de faire serveuse, ok, il interdit aussi sur le papier de se prostituer. Elle pourrait très bien bosser au black dans un truc, là elle a fait pute, ok. Et en plus de ça, on pourrait dire oui, mais justement, c'est parce qu'il n'y a pas assez de système social qui fait que cette personne est obligée de travailler à ses 16 ans ou je sais pas quoi. On pourrait prendre en fait exactement le point de vue inverse par rapport à la même histoire, quoi. Donc ça sort de nulle part son truc. Bravo la défense concrète dans les faits des individus. Voilà, tu vois, ça c'est pas des idées, ça c'est des gens que je connais. Ça c'est pas des idées, ça c'est des gens que je connais. Quel enfer. Du coup, on va se regarder un petit peu. Moi, j'avais des passages qui sont incroyables où il psychologisait et tout. Enfin, il faut que je vous retrouve ça parce que j'ai pris quelques captures d'écran tout à l'heure, mais il faut que je retrouve à quelle minute c'est. Bah, la propriété privée, bon, évidemment, c'est la base pour pouvoir vivre ensemble. C'est, j'ose le mot, même un instinct, puisque maintenant on a des études scientifiques justement qui montrent la réaction même d'animaux, de chiens, d'oiseaux face à la menace à la propriété privée. Donc prétendre l'abolir, pourquoi pas, c'est une belle idée. Moi je ne vous connaissais pas avant ce soir, donc je suis allé regarder sur YouTube un petit peu, histoire de découvrir. Et comme tu le disais Atika, j'entends énormément de points communs dans une envie que les choses se passent bien, etc. Non mais vraiment, sincèrement, c'est pas le petit truc qu'on dit en début de débat pour amadouer avant. Non, c'est vraiment... non, c'est pas le genre de maison. Il y a beaucoup d'appels à la nature chez ces mecs-là. Voilà, donc c'est prouvé voilà, naturellement. Comme si la propriété n'était pas un rapport social, quoi. C'est comme si c'était la continuation de quelque chose d'immensément naturel. C'est toujours les mêmes pensées. Hein. En fait, il paraît opposé sur le papier à certains droitards qui vont être plus autoritaires, moins dans le libéralisme. Au fond, ils se rejoignent des fois sur l'épistémologie, quoi. Mais c'est vrai que sur la propriété privée, ou est plutôt que la propriété privée, comme la base et un des fondements axiomatiques fondamentaux de la pensée libertarienne, parce que moi je me suis pas vraiment reconnu dans ce que vous appelez libéral en fait, moi j'appelle ça capitalisme de connivence dans mon jargon à moi, et j'aurais presque tendance à considérer que ces libéraux dont vous parlez sont une espèce de bouc émissaire un petit peu, comme dirait Marine Le Pen, ils sont là dans les campagnes, on ne sait pas trop où ils sont. À part quelques personnes effectivement qui trustent qui trustent les structures étatiques pour récupérer un maximum de pouvoir. Et donc le point de vue libertarien standard, mais vous le savez évidemment, c'est que sans État à détourner, eh bien il n'y a pas ce genre de malversation. Et que un affreux, comme dirait Étienne Chouard, lorsqu'on lui donne aucune structure commune à détourner, eh bien, il est absolument limité dans son pouvoir d'action comme affreux. Voilà, il doit être affreux avec ses deniers propres. Et quand on est affreux avec ses deniers propres, en général, on va pas très loin. Je connais aucun... Attends, je sais pas si c'est là que c'était intéressant. Là, ça a l'air d'être un peu long. Peut-être un peu après, quand même. Bon, là, d'un point de vue rhétorique, c'est tout à fait sympathique. Hein. Il répète, il annonce encore et encore, en circuit fermé. Moi, je suis le réel, vous êtes dans l'abstrait. Moi, je suis le réel, vous êtes dans les concepts, etc. Bon, on n'aura jamais la démonstration de ça, mais bon, à force de répéter une idée fausse, elle finit par rentrer. En tout cas, en termes de rhétorique, ça marche très très bien. C'est très très bien joué de ta part, François, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je suis pas vraiment dans la rhétorique. Il a tellement le seum, le mec. Si vous regardez bien, si j'étais dans la rhétorique, j'attaquerais beaucoup plus, je ferais beaucoup plus d'effets. Je reste sur le plan du logos, j'ai encore l'espoir peut-être. Il reste sur le plan du logos, hein, voilà, moi je reste sur le plan du logos, c'est pour ça que je me suis rasé le crâne comme Alain.
à ce stade-là de la discussion, d'essayer d'extirper chez toi 2 doigts d'honnêteté intellectuelle. L'avenir me montrera que j'ai eu tort, mais bon, je suis un éternel optimiste, parfois cet optimisme confine à la connerie, je vous le concède fort aisément. Mais là, malheureusement, non, François, tu n'es pas plus dans le réel que moi, non, toi-même, c'est extrêmement abstrait, c'est même encore plus abstrait, en fait, quand on regarde bien, mais ça marche très très bien du point de vue rhétorique. Bon, pourquoi c'est abstrait ? Parce que ça ne tient que sous forme d'abstraction. Le respect de la souveraineté de l'autre, voyons comment les choses se passent vraiment. Vous dites, bon, dans un monde c'est génial, tout le monde est libre, et en fait il y a... Voilà, parce que lui, sa position, c'est une position libertarienne, donc chacun est libre. En fait, il voit le monde comme étant des petites monades individuelles où chacun a sa liberté et où il y a des droits fondamentaux, par exemple la propriété privée. Et on doit respecter la propriété privée d'autrui et on a des contrats qui sont librement consentis. Et voilà, c'est ça un petit peu l'utopie libertarienne. Et Bégodeau va combattre cette idée en lui disant non mais ça n'existe pas en fait, cette liberté-là n'existe pas. Il y a des gens qui seraient libres donc d'être propriétaires, et puis ceux qui voudraient échapper à la propriété, ma foi, ils sont tout à fait libres d'être. Donc c'est le boniment en chef, le boniment matriciel qui est celui de la liberté. Or, dans l'ordre social, hélas, les choses sont un peu plus compliquées que celle-là, quoi. On parlait beaucoup d'ordre naturel, mais l'ordre social, c'est pas trop le truc. Dans l'ordre social, il se passe quoi ? Il se passe que, bon, quelqu'un librement va s'approprier, donc, il va s'approprier parce qu'il a de la fortune, d'où il tire sa fortune peut-être de la guerre. La rapide accumulation primitive. Tiens, j'ai fait fortune à la guerre en tuant des gens. Oh, très bien. Basé, Bégodeau, il rappelle l'accumulation primitive du capital. Parce que ces positions libérales, libertariennes, à un instant T, elles paraissent réelles. C'est un peu comme si vous jouez en fait au Monopoly, vous vous dites ouais c'est cool, on part tous avec les mêmes cartes. Sauf qu'au bout de 200 ans de capitalisme, par exemple, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des études qui montrent, je sais plus, que c'est... je sais plus si c'est à Florence ou à Venise, que les 100 familles les plus riches, c'est plus ou moins les mêmes depuis 8 siècles. Comment ça se fait ? C'est peut-être parce que les gens, ils naissent pas avec les mêmes cartes, en fait. Et on pourrait se dire, les libertariens, s'ils étaient contre l'héritage, à la limite, ça pourrait se tenir leur truc. Mais en plus de ça, ils sont pas contre l'héritage parce qu'ils considèrent que chacun a le droit de désigner son fils comme étant celui qui va récupérer sa propriété, parce que son droit inaliénable à la propriété est aussi le droit de la donner, quoi. Donc les mecs, ils partent du principe que tout le monde a sa petite liberté d'entreprendre, machin, sauf que dans le réel, ce n'est pas le cas. Dans le réel, il y a des gens qui dominent les autres, il y a des gens qui ont plus, il y a des gens qui ont moins. Donc j'ai de l'argent, donc je peux m'approprier des terres. Lesquelles terres étaient précisément en commun. Je reprends l'exemple que j'ai pris, qui est un exemple historique que vous connaissez bien, c'est celui des enclogeurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il n'y a pas les uns qui sont libres de pouvoir encore, disons, être plutôt sur le mode du commun et de la gratuité, et donc aller chercher du bois pour leur feu quand bon leur semble, et librement. Non, à ce moment-là, ils sont soumis à un rapport de force devant celui qui arrive et qui a ayant fait fortune rien à voir avec ce que je dis. Si, absolument. Vous allez voir, vous allez comprendre. Ce mec-là, en fait, c'est Platon à gauche, ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'en fait, un monde où il n'y a pas de rapport de force et où les individus sont libres et font des petits contrats consentis parfaitement libres, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Surtout pas dans le monde capitaliste actuel. Quand tu vas aller bosser pour un type ou... Tu vas te soumettre à quelque chose parce que tu as besoin de bouffer et parce que quelqu'un qui n'a peut-être pas besoin de bouffer parce qu'il est né, parce qu'il y avait son père qui lui a donné je sais pas quoi, qu'il avait plus d'argent et tout, lui il va pouvoir profiter de toi et t'exploiter. C'est ça qui se passe dans la vie réelle. Donc il y a un rapport de force qui est très concret, qui est un rapport de classe. Il peut s'approprier, donc en fait il n'y a pas à ce moment-là la liberté des uns puis la liberté des autres, et comme ça c'est super cool. Il y a le pouvoir de l'un qui lui est conféré par son argent, qu'il s'est procuré dans des conditions, encore une fois, plus ou moins honnêtes et plus ou moins douteuses, qui lui permettent d'exproprier un certain nombre de personnes et qu'elles se retrouvent aliénées et contraintes d'aller, disons, par exemple, vendre leur force de travail à la ville, comme je l'ai décrit. Et c'est toujours comme ça que ça se passe, en fait. Si vous voulez, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien librement sortir du régime de la propriété pour eux-mêmes. Simplement, on ne leur permet pas. Et pourquoi ? Parce que nous savons très bien que qui devient propriétaire, en général, est pris par une espèce de pulsion qui est une pulsion de croissance de sa propriété. C'est ce qu'on appelle le désir d'accumulation qui est propre au capitalisme. Et c'est ça qui se passe. Et ce qui fait qu'en fait, quand bien même il y aurait des gens qui voudraient librement ne pas être soumis au régime de la propriété, effectivement inventer d'autres modes d'habitation, vous dites de colocation, en tout cas de collectivité ou des choses comme ça, ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont soumis à des prédateurs qui veulent absolument tous les éléments du réel pour eux. Et c'est pour ça que du coup, à ce moment-là, la notion de liberté
est nulle et non avenue. Elle n'a plus rien à faire dans cette histoire. Il n'y a plus question de liberté à ce moment-là. Il est question d'un rapport de force entre des gens qui ont de l'argent et qui du coup sont des dominants et qui donc produisent des dominés. Voilà ce qui se passe. Ben non, c'est toi qui as un problème avec papa en fait. Tu es intolérant à la moindre frustration et je te rappelle que dans un système capitaliste, des gens qui ont de l'argent ne peuvent pas te contraindre à acheter quoi que ce soit ou à faire quoi que ce soit. C'est toi qui dois y consentir et qu'il y ait de l'influence. Le mec ne comprend pas le principe. Enfin, il a une vision totalement métaphysique de la liberté et du consentement. Comme si, je sais pas, t'es dans le désert, t'as soif et t'as pas bu depuis 3 jours, on pouvait pas te faire signer un chèque de 100 000 balles pour que tu achètes librement et que tu consentes librement à acheter ce verre. Alors évidemment, ça, vous allez me dire, c'est un exemple qui est un peu tiré par les cheveux. Mais il y a plein de déterminismes, de conditionnements un petit peu plus faibles que ça, dans la société actuelle, qui font que justement, la femme qui connaissait, elle a dû se prostituer. Est-ce qu'elle se serait prostituée si elle n'avait pas eu un déterminisme puissant qui l'a poussée en fait à le faire? Peut-être pas. Donc c'est abstrait encore une fois son truc. Et moi je trouve ça incroyable qu'il fasse des apartés comme ça où il psychologise Bégodeau, alors qu'en vrai pendant le débat il a l'air en sueur, et là le gars dit après oui t'as un problème avec papa et tout, mais dis-le en face, essaie d'avoir du répondant, essaie de montrer tes arguments, refais pas le débat après chez toi sur ton siège, c'est ridicule. L'influence, c'est possible, mais l'influence, on peut y résister. C'est beaucoup plus compliqué de résister à l'État et à ce genre de violence que tu nous proposes. Et donc là, ben non, en fait, tu es simplement en train de dire, là, j'entends ton enfant intérieur qui dit tout simplement, je ne veux pas de contraintes. Voilà. Oh, la psychanalyse de comptoir, c'est insupportable. Et toute contrainte est une oppression. Et ben, si tu étais une femme, je t'appellerais une jeune fille, mais comme tu es un homme et que tu as 52 ans, ben, je t'appelle un jeune homme dans un corps d'adulte. Et il y a un endroit où tu ne sembles pas grandir face à ton intolérance à la frustration. Mais c'est lui qui a l'air d'être en sueur, il a trop le seum et tout. J'ai rarement vu un mec aussi salé. En vrai, j'avais jamais vu un type. Soit tu publies pas le débat, soit tu le publies. Mais j'ai jamais vu un mec publier le débat recommandé par lui. Enfin, c'est n'importe quoi, hein. En fait, non, je voudrais juste quand même. En fait, là encore, tout ce que vous dites se base sur quelque chose que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que, en fait, nous ne sommes pas en train de parler ensemble. Vous ne m'entendez pas. Puisque la base du droit naturel, puisque j'ai remarqué que vous dites ça tout le temps avec Elchouar aussi, donc je pense que vous avez un petit syndrome. À chaque fois que vous dialoguez avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, vous avez tendance à considérer qu'en fait il vous entend pas. Mais je vous entends absolument pas, et je vous propose un test. Lorsque je parle, vous reformulez, et je vous dis si c'est ça que j'ai dit ou non. Tout simplement, plutôt que de postuler que l'autre a un problème, et ça c'est classique dans les régimes communistes. Je voudrais qu'on... Oh là 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 là. On va essayer d'élever le débat en dessous de ce genre de tacle sous la ceinture. Il faut pas le faire alors. On va essayer, s'il vous plaît. Je voudrais commencer par m'écouter et à ne pas travestir ce que je dis. La base du droit naturel, la base du libertarianisme, justement, c'est que tout bien qui a été acquis par la violence et par la guerre n'est pas légitime. C'est clair, c'est net. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez dit tout à l'heure... Je trouve que, encore une fois, c'est hyper abstrait. C'est quoi une violence, en fait ? C'est quoi ? Par exemple, tu te retrouves dans une situation de précarité, je sais pas, moi, tu te retrouves avec une maladie et tout. Est-ce que c'est une violence ? Est-ce que c'est pas une violence ? Faut le savoir, parce que si tu te retrouves dans la merde et que du coup t'es obligé de consentir à des contrats parce que t'es dans la merde, qu'est-ce qu'il appelle une violence ? Une violence physique directe ? Mais du coup les violences psychologiques ça irait, il y a des violences qui sont implicites, des violences qui sont non conscientes, enfin c'est vague encore une fois. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai dit, tout simplement, c'est de la rhétorique. Donc là vous voyez bien que son argument n'était pas bon, j'y ai répondu simplement, et c'est précisément parce... Il refait le match en se branlant, c'est excellent. Parce que son argument n'est pas bon, qu'il se sent obligé d'attaquer comme ça sous la ceinture. Bon, j'ai répondu vaguement avec un jab ou deux, histoire de dire, ok, si tu veux jouer à ça, on peut, mais je veux dire, c'est vraiment du niveau de la cour d'école, quoi. Donc vous comprenez bien maintenant pourquoi est-ce que je vous disais tout à l'heure que c'était probablement un des pires débats auxquels j'ai participé, parce que le niveau était
C'est absolument dramatique, parce que même si pendant les 5 heures de débat avec Étienne Chouard, bah pareil, Étienne qui prétend enseigner le droit ignore même jusqu'aux bases du droit naturel, enfin je veux dire, c'est complètement délirant. Vous imaginez, vous, un professeur de biologie qui dirait « Ah bon, des oiseaux? Qu'est-ce que c'est que des oiseaux ?» Enfin je veux dire, à ce niveau-là, on peut vraiment se poser des questions sur la formation intellectuelle de nos élites. Mais Étienne était de bonne foi. Étienne, si je le recroise autour d'un café, ça me fera plaisir de le voir, de lui taper dans le dos, etc., lui faire un petit massage pour qu'il puisse se détendre. J'espère que Bigodo il va voir ça parce que, imaginez, vous mettez tellement sur un mec qui fait une vidéo comme ça après, mais là c'est incroyable, hein. Un petit peu et de parler avec lui. Étienne, c'est pour moi l'archétype du tonton, tu sais, un peu raciste, mais qu'on a quand même plaisir à voir aux fêtes de fin d'année, tu vois, c'est-à-dire que t'es pas forcément d'accord avec tout, tu vois bien qu'il a quelques infos qu'il a pas, mais dans le fond, c'est un bon gars, c'est un vrai bon gars. Là, pour moi, je suis désolé de le dire comme ça, mais j'étais quasiment face à une petite pute de débat, en fait, qui est prêt à toutes les bassesses pour essayer d'emporter l'adhésion d'une foule. Il est tellement salé, le gars, ouais, il le traite de pute et tout, enfin, n'importe quoi. Et c'est... Non, je vraiment, alors là, le niveau d'indigence et surtout de mauvaise foi, parce que c'est ça dont il s'agit. Le niveau de mauvaise foi m'a semblé absolument cataclysmique. Mais... Bon. C'est lui qui dit ça, putain, c'est énorme. Au départ, je vous le dis franchement, je vous le dis comme ça, comme j'ai ressenti, au départ, je suis ressorti de là en me disant, mais c'est fou ça, ce mec est une merde. Et pour que moi je dise ça, je crois que c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que j'emploie cette expression. Je crois que je l'avais jamais employée à propos de quiconque avant, ouais, c'est pour vous dire. Et puis ce qui est sympathique, c'est dans un deuxième temps, après, je me suis davantage connecté. J'ai encore davantage ouvert mon cœur, puisque ce mec est une merde, on est en pleine logique sacrificielle, hein, ça évidemment. Hein. Donc je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que j'ai pas donné de la logique sacrificielle comme ça. Et puis là, je me suis connecté, et là j'ai compris. Plus il parle, plus il s'enfonce, le mec. Que ce gars est d'une sensibilité extrême, que si... il a ce point de vue adolescent qui consiste à cette intolérance à la frustration, si vous voulez, mais c'est précisément parce qu'il n'a pas à l'intérieur suffisamment de quoi se faire à lui-même un câlin. N'importe quoi, le mec il dit oui, il est frustré et tout, c'est lui qui est hyper frustré. Et c'est vrai que on est tous passés par là, on avait envie de tel jouet ou de telle sucrerie, c'était pas possible, on a tous pleuré parce qu'on voulait goûter à tel gâteau ou jouer à tel truc pendant encore quelques temps. Et normalement, quand on grandit, on a des parents qui sont là et qui prennent le temps de venir et de s'abaisser à notre niveau et de dire « Ah, t'aimerais encore jouer un petit peu au Lego avant d'aller manger ?» et etc. « Ah oui, je comprends, d'accord, etc. » J'ai jamais vu un mec projeter autant, quoi. Le fait que comme ça, une mère ou quelqu'un qui joue le rôle de maman vienne s'abaisser à notre niveau pour compatir, tout simplement, eh bien même si ça ne résout pas notre problème, parce qu'on va quand même aller manger à l'heure dite à un moment donné, mais ça nous permet quand même d'être reconnus dans notre souffrance, ça nous permet quand même d'être... Non mais après c'est les droitards qui disent oui, les gauchistes, ils ont pas d'arguments, ils psychologisent tout, ils font de la morale et tout, les mecs, tu les mets en PLS à un débat, il faut une vidéo comme ça de 2 heures où ils s'expliquent, quoi. Reconnus dans notre douleur. Et je crois que, François, tu n'as pas été beaucoup reconnu dans cette tristesse, cette frustration. J'ai cru discerner un artiste qui avait tellement envie de s'épanouir et de fleurir, et qui vit comme une chape de plomb ce monde qui est régi par des réalités objectives qui s'imposent à nous, bon, en gros du papa, hein. Et ça te gonfle, voilà. Dire qu'il y a un mec qui a envoyé la vidéo sans les commentaires, mais c'est les commentaires qui sont marrants dans la vidéo, c'est ça le mieux. Parce qu'effectivement, pour faire face à papa, il faut déjà avoir suffisamment de maman. Et j'entends que toi, à un endroit, tu n'as ni l'un ni l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que tu racontes des histoires aux gens. Voilà, lui, il est dans le réel. Voilà, vous lui dites, ouais, mais ton truc, en fait, ça marche pas parce qu'au final, y a des rapports de force dans la société quand même. Et le mec te psychanalyse pendant une demi-heure, quoi. C'est son argument. Et que tu essayes d'emmener les gens dans ton histoire, et c'est pour ça que tu fais des films et que tu écris. C'est-à-dire qu'en fait, tu manipules un univers onirique, et que en projetant ton ombre, tu me dis que moi, ce que je dis n'est pas réel. Non, François, c'est toi qui es dans un monde justement déconnecté de la réalité, justement. Et c'est toi, en fait, qui as mal quand tu vois le réel comme il est. Parce que... Imaginez qu'il est en train de se parler à lui-même, là. Depuis 3 minutes, il est en train de se parler à lui-même. Justement. Et c'est toi, en fait, qui as mal quand tu vois le réel comme il est. Parce que tu ne t'y es pas adapté, tu essayes de t'y adapter avec un masque
avec un masque, et à force, le masque est devenu pas mauvais. Tu es excellent en rhétorique, vraiment, mais tu es excellent, vraiment. Et il n'y a pas d'ironie quand je dis ça, je te trouve vraiment excellent avec le verbe. C'est fluide, le niveau de langue est élevé, tu arrives à faire des tunnels comme ça de 2, 3, 4 minutes à la fin. Même moi qui fais l'hypnomachie depuis 20 ans, tu m'as perdu, c'est excellent. Même moi qui fais de l'hypnomachie depuis 20 ans, voilà. Hein. J'ai 20 ans d'hypnomachie et 7 ans de MMA en parallèle. Hein. T'es excellent, t'es excellent. Mais comprends que ça n'est pas réellement devenir adulte. C'est un enfant qui utilise des outils, qui utilise des pistolets ou des choses comme ça pour essayer de fuir le réel. Et malheureusement, on est là encore en plein logiciel luciférien. On est en plein logiciel luciférien. Voilà, moi je suis connecté au réel parce que voilà, ça se voit. Hein. Un petit moment que je vous montre plusieurs exemples, je suppose que les réguliers d'hypnomachie voient très très bien de quoi je parle ici. Alors, puisque c'est pas légitime et pas honnête, qui va donc empêcher ces gens de faire de l'accumulation de ces forts-là? Qui va les empêcher parce que c'est pas légitime? Oui. Comment on les empêche? D'abord, on rogne un peu sur leur liberté. Non, mais oh là là, mon Dieu! Dans ce cas-là, il n'y a plus de liberté qui tient. Non, mais pardonnez-moi, mais c'est condensé de mauvaise foi. Ce mot n'est d'aucun usage. Répondez. Non, mais je vais répondre. Calmez-vous, parce que vous êtes en train de vous énerver un petit peu. C'est pas non, vous allez perdre vos moyens intellectuels. Non, je sais pas si jamais il y a un couteau qui se... Yeah, Bégono, il fait le connard. Il lui dit, vous êtes en train de perdre vos moyens. Vous vous énervez un petit peu, putain, c'est bon, ça. Je suis plutôt navré, en fait, parce que pour moi, on est sous la ceinture. Navrant. Voilà. Non, c'est pas vous qui êtes navrant, mais à tort ou à raison, ça je ne sais pas, mais effectivement, j'attends d'un intellectuel qui soit en capacité au moins de restituer fidèlement chaque position. Alors après, qu'il soit d'accord et qu'il ait ses préférences, ça, nous sommes tous humains, nous avons tous des préférences, mais je pense que si je pouvais ressortir la thèse marxiste, je pense que je le ferais de façon tout à fait convaincante, et je pense même que vous seriez d'accord avec moi. Mais mec, tu crois que le micro que t'as dans la main, c'est des moyens de production Arrête de nous dire que le marxisme, tu pourrais le résumer. Et j'attends d'un intellectuel qui soit capable au moins de la même politesse, sans quoi on est dans la rhétorique bas de gamme, ce que je déplore puisque je suis pas venu ici pour ça. Néanmoins, tout simplement, je réponds et après on va passer à autre chose parce que je te sens très très agité sur l'index. Ah mais j'ai... Dans un monde libertarien, toute personne qui a compris que la présence de prédateurs est une menace a un intérêt rationnel à financer des forces de défense, tout simplement. C'est un truc mais tellement utopique, très... Enfin, on croit du Platon pas mal. Voilà, il faudrait un monde libertarien et qu'en plus de ça, les gens aient compris ça avant qu'ils se fassent avoir par des gens qui sont accaparés au final des moyens de production ou des moyens de défense, des richesses et tout. Enfin, pour le coup, c'est une utopie au sens propre, quoi. C'est un monde imaginaire comme ça. Il faudrait à la fois que tout le monde ait sa petite propriété, machin, que tout le monde ait compris et consente librement à ce qu'il y ait une police. Si les gens consentent pas, on fait comment? Moi, je rappelle l'expérience libertarienne qu'il y a eu aux États-Unis où tu avais des libertariens qui s'étaient retrouvés dans un village. Je sais plus, c'était en gros un millier. Les gars, ils ont arrêté de financer l'intégralité des services publics. Je crois qu'il n'y avait plus qu'un shérif. Bah, du coup, au bout de 3 mois, il y avait un double meurtre, il y avait des viols, il y avait des ours parce qu'il n'y avait plus de ramassage des poubelles et tout. Enfin, c'était le bordel. Parce que oui, évidemment, si tout le monde est hyper rationnel et en fait prévoit ça à l'avance, peut-être que oui, ça pourrait aller. Mais comment les gens font concrètement pour prévoir ça à l'avance? Parce qu'en plus, ils sont un petit peu égoïstes en général, les libertariens. Ils pensent que... Ah voilà, les gens vont peut-être profiter si je commence à donner trop d'argent dans un système de ramassage des poubelles et tout. Si ça se trouve, bah, c'est mon voisin qui est plus dégueulasse que moi qui va profiter de ce système ou des choses du genre. Moi, ça me paraît très 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 abstrait pour un mec qui se dit dans le réel. Hein. C'est bon. Non, il faut quand même faire plusieurs mots parce que c'est vrai qu'on aurait pu parler de propriété privée pendant 2 heures. Bascar, c'est à vous. Ah, il y a du choix. Ah bah... Alors, j'ai pris le troll. Oh, mais c'est pas du troll du tout. Roselyne Bachelot. Roselyne, on t'embrasse. Oh non. Voilà, je ne suis pas responsable de l'organisation. Roselyne Bachelot, qu'est-ce que ça vous évoque? La parole est à François Bégaud. Non, j'ai rien à dire, il est bien, super. Ah, c'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je pourrais me remettre à voter, c'est si elle se présente. Mais est-ce que c'est pas ça quand même, le capitalisme spectacle, d'avoir une politique qui est censée incarner ce que vous appelez le bien commun et qui en fait se pavane dans les médias S'il vous plaît, un peu de silence.
Non, mais je pense que c'est pas mal dans les médias. Et comme moi je suis blacklisté des médias. Et en fait, je suis un peu aigri, quoi. Je suis un peu rancunier. Donc, je la jalouse. J'aimerais bien être à sa place. Premier, je crois, moment où tu exprimes tes émotions réellement. Premier moment, je crois, où il y a une forme d'alignement intérieur, où tu n'es pas en représentation. Je pense en fait que tu aimerais bien être un grand artiste reconnu du public, tout simplement, et d'avoir beaucoup de reconnaissance sociale. Mais mec, il a une palme d'or, Bégodeau. Enfin, ça va, c'est un mec hyper reconnu du public quand même. Et que Roselyne Bachelot, en se compromettant à un endroit, probablement y arrive, et que tu aimerais bien cela. Je pense que tu es fasciné par les paillettes, comme l'étaient beaucoup de gens ce soir, puisque c'est une sociologie dans ce débat, voilà, où tout le monde était très beau, avec des jolis... Il y a un gars qui dit les termes dans le chat, enfin un gars ou une meuf, qui dit mais Bégodeau il est plus connu que ce random MDR, mais évidemment, c'est n'importe quoi. Il y a ce mec qui dit voilà, tu envies les gens connus. Bégodeau il est ultra connu quand même. Costumes, etc., les paillettes, les signes extérieurs de richesse, etc., etc. Bon, nous y reviendrons dans un instant. J'aimerais bien pouvoir me pavaner dans les médias, donc non, pour moi c'est une sorte de modèle en fait. En fait j'ai deux modèles, c'est Kevin De Bruyne et Roselyne Bachelot. On aime aussi Roselyne Bachelot. Pascal. Bon, je suis pas sûr d'avoir grand chose à dire sur Roselyne Bachelot, si ce n'est que je suis absolument fan de son sens de l'humour. Voilà. Je la trouve très drôle, je pourrais passer une très bonne soirée avec elle, mais je pense. Je crois qu'il va falloir qu'on invite Roselyne Bachelot la prochaine fois. Hop. J'ai oublié d'appuyer sur la sonnette. Amazon sans E, je pense. Amazon. Alors, Pascal, Amazon. Amazon, c'est quelque chose de très complexe parce que la plupart du temps, dans ces débats sur la liberté, sont amalgamés en une seule pensée deux dimensions. On croirait un mec qui va sortir une disaster class sur un truc indéfendable. Voilà, Pétain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que voilà, il y a des gens qui sont un peu extrémistes sur ce sujet, donc voilà. On va voir sur Amazon ce qu'il nous raconte. Ouais, je disais qu'Amazon, c'est une question complexe parce que la plupart du temps, dans les débats sur la liberté, vous avez deux dimensions qui sont amalgamées. Vous avez le droit et vous avez l'éthique. Amazon pose de sérieux problèmes au niveau de l'éthique, mais il se trouve que l'éthique, contrairement à la morale, est personnelle. Donc je ne parlerai ainsi que pour moi en mon nom propre et pas, alors, éventuellement avec mes frères d'éthique, monsieur qui hoche de la tête, voilà, visiblement, on a beaucoup de choses en commun, même si on ne se connaît pas bien. Moi, effectivement, personnellement, je trouve dégradant que des individus soient obligés de porter des couches et ne puissent, ils sont obligés de déféquer sur eux à plus de 40 ans parfois. Mais... parce que c'est comme ça que ça se passe dans certaines usines Amazon, donc pour moi ça pose de sérieux problèmes d'éthique. Voilà. Ça c'est le versant éthique, mais il se trouve que ces gens-là ont signé un contrat et que, a priori, jusqu'à preuve du contraire, personne ne les a forcés. D'ailleurs, vous imaginez le niveau d'abstraction qu'il faut pour penser ça. T'es mère de 3 gamins et tout, t'as un crédit à rembourser, machin, et puis là, ton mari tombe malade. Toi t'avais arrêté ton job ou je sais pas quoi, ton mari tombe malade, y a plus de rentrée d'argent. Tu fais comment ? Bah peut-être qu'Amazon il te propose un contrat de merde mais que c'est ton seul moyen de survivre. En quoi t'es libre de le faire ? En quoi c'est un consentement qui est particulièrement éclairé quoi ? N'importe quoi. si quelqu'un les avait forcés, le contrat serait nul et non avenu. Ce qui, voilà, évidemment, le point de vue marxiste va dire oui, mais il y a une pression diffuse, sociale, etc. Certes, je ne le nie pas. Il n'empêche qu'à un moment donné, les gens justement qui sont réellement forcés, et si on peut le prouver, rendent le contrat caduc. Donc, si on peut le prouver, mais parce qu'ils pensent que si on fait des études de sociologie, on va pas réussir à prouver que, je sais pas, des gens qui ont de l'argent d'avance et qui sont soutenus par leur famille et tout, ils vont être plus compliqués dans leur choix de job, alors que des migrants qui arrivent, qui ont zéro argent, ils vont prendre le premier job venu. Je pense que c'est une évidence et je suis sûr qu'il y a 30 000, il y a 30 000 études qui le prouvent. C'est pas quelque chose c'est pas complotiste, enfin... à moins de considérer que les individus soient des enfants, mais ce qui est assez fréquent chez les marxistes, on devrait normaliser... Ça, c'est le truc qu'on entend aussi chez Stéphane Edouard. À moins de considérer que ce soit des enfants. Il fait pareil avec le consentement des femmes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des agressions sexuelles ou des viols, où on se retrouve avec des femmes qui, sous la pression de leur mari ou dans des soirées ou je sais pas quoi, finissent par se faire violer.
Et lui il dit ouais mais attendez voilà elle était quand même là et tout, elle s'est assise sur un banc à côté de lui, elle a pas dit non clairement machin, donc en fait si on considère que c'est un viol, faut considérer que les femmes sont des enfants et faut leur enlever le droit de vote. Il y a vraiment un rapport je trouve entre les deux manières de voir le monde quoi. Pouvoir arriver à une espèce de conclusion qui est que chez ces gens-là, eh bien, et ce même si c'est pleinement tragique, et je mesure le tragique de la situation, parce qu'un individu qui signe un contrat, qui va impliquer, qui va devoir porter une couche et peut-être faire ce qu'il a à faire dedans, alors qu'il est père de famille, c'est tragique. Évidemment que c'est tragique. Mais ça veut dire qu'il y a autre chose qui est encore plus tragique, c'est que cet individu a considéré que ce métier est sa meilleure option. Donc ça, c'est encore plus tragique. Donc, évidemment, j'ai une compassion infinie pour ces gens-là, et si je peux aider à cofinancer, à soutenir un certain nombre... Et c'est ça le truc, c'est que ce mec-là a pas l'air méchant, mais il est matrixé, putain, il est super matrixé, hein. Les libertariens, ils sont tout le temps comme ça, mais vraiment, c'est ouf, hein. Mais j'ai plus de sympathie pour lui que pour Ban et Cigare. Parce que pour l'instant, il a pas tenu des propos racistes, machin. Après, il y a peut-être qu'ils vont me dire, quand éplucher sa chaîne, et qu'ils vont me dire que si, mais pour l'instant, au moins, on a l'impression qu'il a bon fond, mais qui se voit totalement sur la réalité du rapport de force dans la société. D'entreprises qui ont une autre éthique plus proche de la mienne, vous pensez bien que je le ferai, évidemment. Donc ça nous remet face à notre responsabilité de co-créateur du monde par le moindre de nos actes. Vous voyez, voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de carte de crédit, je n'ai pas de smartphone, etc. C'est mon éthique, je ne juge personne pour ça, je fais ma part du colibri, point. Je ne suis pas un donneur de leçons. Alors, après, il y a le droit. Et donc... C'est pareil, là, il pourrait se poser la question, est-ce que, là, son petit choix personnel, ça va suffire à sauver la planète ? C'est-à-dire est-ce qu'il pense qu'il y a assez de monde qui va adopter des petits changements dans leur mode de vie personnel ? Ou est-ce qu'il faut rentrer dans un rapport de force avec certaines personnes qui baisent la planète pour leur profit ? Est-ce que c'est pas au niveau étatique et politique qu'on peut changer les choses ? Est-ce qu'il n'y a pas des dynamiques de pouvoir ? Tout ça est nié par son idéologie en fait. Et il a l'impression que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas avoir de portable. La réalité, c'est que la meilleure chose à faire, c'est pas forcément de ne pas avoir de portable, mais c'est de militer pour combattre en faveur du rapport de force de ceux qui veulent changer les choses. Le pouvoir, la politique, tout ça. Je pense même un Jean Covici, on va dire, on est critique de Jean Covici et tout, mais un Jean Covici fait plus de travail concret pour la planète qu'un type qui dit ah ouais mais moi j'ai les toilettes sèches et puis j'ai un portable qui fait j'ai pas de portable quoi. Dans le droit, eh bien effectivement, les individus sont libres de contracter entre eux, même s'il y a une asymétrie sociale qui probablement viendra chatouiller n'importe quel socialiste ou n'importe quel communiste, ce que je comprends, puisque moi aussi, je souhaite le maximum de dignité possible pour chaque être humain sur la Terre. Malheureusement, il y a aussi un autre principe de réalité, vous me parliez de réel tout à l'heure, et ça c'est réel, c'est l'asymétrie aussi des ressources des territoires, et aussi des ressources cognitives des individus. Ah bah voilà. Évidemment qu'il y a une réalité des ressources cognitives des individus, mais est-ce que pour autant, il faut foutre les gens qui ont des ressources cognitives un petit peu moindres dans des situations où ils vont se retrouver exploités par Amazon à pisser dans des couches pendant leur travail. Enfin, il se dit pas qu'il y a un problème avec son idéologie, le mec. C'est hallucinant. Et il renvoie les gens, en fait, à la nature. Ah bah tiens, toi, t'as des ressources cognitives moindres. En plus, les gens qui ont des ressources cognitives moindres, il y a évidemment tout un tas de facteurs environnementaux, de nutrition, de traumatismes qu'ont pu avoir leurs parents, la grossesse de la mère, l'accouchement. Et ensuite, évidemment, il y a l'éducation, tout ça, qui vont permettre d'exprimer ou non certaines ressources cognitives ou non. Donc, c'est extrêmement réactionnaire de biologiser le truc, de dire voilà, il y a des gens, ils sont un petit peu inférieurs, et puis donc du coup, s'ils ont des métiers un peu inférieurs, au fond, c'est la nature, c'est comme ça, quoi. Vous savez peut-être, ou sinon je vous l'apprends, que dans l'armée américaine, on n'engage pas des gens avec un quotient intellectuel de moins de 87. Ce bon à rien de Bhaskar s'est trompé. Ça n'est pas à partir de 87 points, mais à partir de 83 points. Parce qu'en général, ils font plus de dégâts qu'ils n'apportent de ressources. Hein. C'est le genre de gars, on lui demande de peler des patates, à la fin, il s'égorge et il prend de la place à la pharmacie, etc. Bon. Donc il y a une inégalité de fait. Mais, oui, d'accord. Mais, genre, on va le laisser parler, mais... d'accord, est-ce que les gens qui ont moins de 83 de QI, au niveau de la dignité humaine, ça change quoi que ce soit, quoi ?
Ce qui mérite du coup d'avoir des jobs pourris chez Amazon où ils chient dessus. De ressources, que ce soit de ressources donc financières, de ressources minières, de ressources écologiques et de ressources cognitives personnelles. Et donc il n'est pas étonnant qu'il y ait ainsi des individus qui aient des destins et des métiers moins enviables. Mais je suis le premier à soutenir moi-même de façon très concrète des structures dans lesquelles effectivement on essaie de donner à chacun un minimum. Mais entre aider des gens et les prendre en charge, il y a... Ouais, il dit des structures pour aider les gens un minimum, mais le mec est libertarien, il est contre l'État. Donc il est pour des structures qui seraient financées sur le volontariat des autres à financer les structures. Je peux te dire que si aujourd'hui on fait ça, si aujourd'hui on compte que sur des dons de personnes librement consentantes qui ont compris que pour la société c'était mieux d'avoir des structures de santé, d'éducation pour les gens qui ont des problèmes... des problèmes psychiques, des problèmes de développement, de troubles du neurodéveloppement, des choses comme ça, on va pas aller loin, mec. On va pas aller loin du tout, en fait. Enfin, ça sera jamais aussi important que la sécurité sociale française, par exemple, ou un budget étatique. Il y a une frontière qui s'appelle justement le respect de l'altérité. Et c'est ça aussi, traiter des gens en adultes. Voilà. François Bégodeau, Amazon. Je pense que le meilleur... Moi, je dirais jamais... Moi, je prononce pas des mots comme respect de l'altérité. On n'a pas la même langue, mais c'est normal. Je pense que des oppositions philosophiques sont d'abord des oppositions de lexique. On n'utilise pas les mêmes mots pour nommer le réel, quoi. Bon, respect de l'altérité... Je sais pas où ça nous mène, tout ça. Ça nous mène, par exemple, à ne pas voler ton voisin. Enfin, on voit bien que, en tout cas, ça n'empêche pas que Amazon existe, quoi. On aura beau pérorer sur le respect de l'altérité ou du compte, Amazon existe et ma foi, rien ne vient d'être dit qui nous engagerait à supprimer Amazon, ou à engager un rapport de force contre Amazon pour que ce prédateur en chef et cet agent de dévastation massif puisse être mis en état de nuire. J'entends bien le truc. Là, ici, en une phrase ou deux, on voit vraiment le logiciel luciférien à l'œuvre. C'est-à-dire que... Voilà, donc moi, il y a le Christ à côté de moi, et lui, il y a plutôt Lucifer à côté. Hein. Il faut engager un rapport de force, donc on est bel et bien dans une relation avec autrui basée sur la force et la contrainte. Sur la base de quoi ? De son appréciation subjective qui est que certaines choses ne devraient pas exister, c'est-à-dire que pour lui, sa relation au réel est basée sur ses émotions, son ressenti, sur son affect. Le réel doit tourner donc autour du nombril de François Bégodeau. Et François Bégodeau, c'est l'antéchrist, hein, comme dit dans le chat. De ses inclinaisons et de ses affections. Et il ne se soumet à rien. On est vraiment dans le non-serviable luciférien. Hein. En fait, ça... François, il est en train de dire, ouais, là, il se soumet à rien. Bégodeau, il a juste dit, ouais, Amazon, c'est pas top. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver un moyen de rentrer dans un rapport de force avec Amazon pour abolir ce truc qui va à l'encontre de la dignité humaine. En gros, c'est ça qu'il dit. Et ça, c'est déjà, voilà, être luciférien et avoir une hypertrophie du moi. Hein. Ça revient à ça, quoi. Alors on aurait un petit problème éthique par rapport à Amazon. On n'a pas un problème éthique par rapport à Amazon, on a un problème vital par rapport à Amazon. Donc moi, plutôt que de parler de respect de l'altérité, je vais vous dire comment on peut avoir considération de l'individu. On a considération de l'individu en racontant les individus, en les regardant vivre, en les écoutant et en voyant ce qu'ils disent, et en écoutant leur vie. Moi, je connais quelqu'un qui travaille dans un entrepôt Amazon, enfin qui a travaillé 1 an, puisque c'est en général l'espérance de vie dans ce genre d'entrepôt, avant épuisement total. C'est vraiment de fait la temporalité moyenne, je crois. Et c'est une copine à moi, qui est moins âgée que moi, doit avoir 35 ans maintenant. Ah, du storytelling, ça faisait longtemps. J'espère qu'il y aura des arguments. Qui à un moment était danseuse dans des autres, pas danseuse classique, loin de là, mais enfin voilà. Et puis elle a eu un problème physique qui fait qu'elle n'a plus pu danser. Donc il a fallu qu'elle se remette sur le marché du travail. Donc là, elle a travaillé dans un Leclerc, parce que c'était le premier truc à disposition. Elle avait un enfant. Et donc il a fallu bien qu'elle mange, donc elle a pris le truc qui était disponible dans une région assez en déshérence sociale, parce qu'il y a aussi des inégalités géographiques. Donc on était du côté de Maubeuge. C'est une région, elle n'a pas choisi d'y mettre, et c'est comme ça, c'est là qu'elle a grandi. Donc elle a trouvé ce qu'elle pouvait. Elle a effectivement signé un contrat d'embauche au moment de Leclerc, mais ce contrat évidemment n'était pas librement signé. C'est là toujours que la liberté est une espèce d'illusion qui ne tient pas compte des conditions réelles dans lesquelles se font les choses. Sauf que pour les libertariens, en gros, s'il n'y a pas un mec qui te met un pistolet sur la table pour que tu signes, voilà, c'est librement consenti, c'est parfait. Hein.
Un de mes documents est contrat, je vous y renvoie. C'est marrant, je pense que quand je vous écoute parler, vous êtes la meilleure publicité pour ce livre, parce que vous égrenez absolument tous les éléments que j'ai déconstruits, et qui sont effectivement les piliers du libéralisme, on les connaît bien, le privé, le contrat, tout ça, quoi, la liberté, bon, voilà, toutes ces fadaises. Moi, je veux bien que tu aies déconstruit ces fadaises, comme tu dis, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu nous proposes pas un argument, un raisonnement depuis le début de l'entretien? Pourquoi est-ce que dès que je te montre ces fadaises, tu bottes en touche, fais du storytelling, fais de la rhétorique, attaque sous la ceinture, et pourquoi tu ne viens pas sur le terrain du logos si tu as réellement déconstruit toutes ces fadaises? Il a dit logos. Ah non, mais en fait, Soral a quand même vachement marqué le paysage de ça. Je dis ça, j'arrête pas d'imiter Soral, mais c'est n'importe quoi. Enfin, les espèces de sous-Soral qu'il y a de partout, là. Non, moi ce que je crois, c'est que tu prétends avoir déconstruit ces fadaises, et que tu prétends limbiquement avoir déconstruit ces fadaises, et que c'est beaucoup plus simple d'essayer... Oh, insupportable, les mecs qui vont ramener le système limbique là-dedans et tout, les trucs. Oh là là, je déteste ça quand ils psychologisent, qu'ils biologisent, machin et tout. De faire passer par voie hypnotique l'idée que tu aurais, en théorie, dans le monde virtuel, pas dans le réel, justement, déconstruit ces fadaises. Parce que si tu as vraiment déconstruit ces fadaises, eh ben viens sur le terrain du logos, viens sur le terrain de l'argumentation, ce truc que tu fuis comme la peste depuis le début de l'interaction. Alors après... Imagine, tu te fais défoncer par un mec en débat et tu fais une vidéo où tu dis des trucs comme ça en post-prod pour te rassurer, mais c'est gênant. Hein. Je crois qu'il y a un commentaire que j'avais vu, c'était... je commente avant que tu supprimes la vidéo, un truc comme ça. Ça m'avait tué. Bon, on la retrouvera. Ce qui lui est arrivé à Leclerc, c'est qu'elle a rencontré un mec, ils ont fait un enfant ensemble, bon jusqu'ici ça tout va bien, et ce mec s'est mis à la taper, c'est des choses qui arrivent. Alors peut-être qu'elle aurait pu librement échapper à un mec qui la tape, je sais pas. Je suis sûr que, je veux pas diffamer, mais un certain Stéphane pourrait peut-être, je parle pas du Foilier, hein, je parle de SE, nous dire que voilà, elle est restée avec ce mec, est-ce qu'elle a pas consenti, parce qu'il y a des discours comme ça hein, chez les droitards incel, en mode une femme qui se fait frapper une fois, si elle reste avec le mec qu'elle se fait frapper, bah, y a son consentement, c'est un peu sa faute et tout. On les entend ces discours-là. Hein. Elle était amoureuse et voilà, elle est tombée sur la case du mec qui tape. Quoi. Ils comprennent pas du tout les relations d'emprise ou des choses du genre. Alors du coup le mec est parti et elle qui avait arrêté de bosser pour s'occuper un petit peu de son enfant a été obligée de retrouver du travail très très rapidement. Dans des conditions un peu douloureuses évidemment parce qu'elle était un peu traumatisée parce qu'il était arrivé. Et c'est là que s'est présenté Amazon. Alors elle n'a pas choisi Amazon, hein, c'était vraiment le dernier recours. Et elle est allée effectivement signer un contrat chez Amazon. Parler de liberté dans ce contexte-là et dans le récit que je viens de faire, qui est un récit authentique, et je pense qu'on pourrait multiplier ce genre de récit. Quand on s'intéresse un peu véritablement aux individus, on reçoit ces récits, mais vraiment à profusion, parce que c'est ça le réel social en fait. À aucun moment elle n'a exercé de liberté. Mais si, François, elle a exercé une de ses libertés, justement, qui est le fait de pouvoir aller contracter librement avec Amazon, de sorte à pouvoir obtenir un salaire, puisqu'elle a jugé en son âme et conscience qu'il était préférable pour elle de travailler pour Amazon, plutôt que d'aller, par exemple, tapiner et faire le trottoir pour nourrir son enfant. Ça, c'est exercer une liberté, justement, tu vois, une liberté de choix par rapport à différentes occurrences que le réel propose. Effectivement, si tu compares le réel à une vision fantasmée dans ta tête, le réel sera toujours insuffisant et sans intérêt, évidemment. Mais ça, c'est tu es perdu dans tes propres transes à cet endroit-là, évidemment. Oh là là, le mec te dit oui, voilà, donc si t'es allé à la mine plutôt que d'aller rentrer dans un groupe armé à tes 8 ans en Centrafrique, en fait, c'était ton choix, hein, t'as choisi d'aller à la mine, donc c'est librement consenti, hein. C'est n'importe quoi. Enfin, mais les mecs sont vraiment matrixés, hein. C'est un discours, mais en plus, le gars a l'air d'avoir plus ou moins bon fond, de faire ça pour des bonnes valeurs, mais son discours, il pue, mais c'est une horreur. Hein. Tu peux vraiment argumenter les pires choses de l'humanité avec ce discours-là, en disant, ouais, non, mais en fait, avec lui, il n'y a plus d'exploitation, en fait. Il n'y a plus d'exploitation, tout le monde est libre, égaux, ils font leurs petits choix et tout. Enfin égaux en droit, évidemment. Hein. N'importe quoi. Hein. Et je passe sur la petite mimésis qui consisterait à te faire toi-même le chantre de l'écoute des démunis et moi, une espèce de philosophe hors sol. J'ai un cœur. C'est pas du tout hors sol. Hein. En plus, il dit oui, il fait du storytelling, Bégodeau. Mais Bégodeau, justement, il est assez brillant pour ça. C'est un écrivain, c'est un romancier.
C'est-à-dire qu'il arrive à mettre en avant des personnages qui sont représentatifs aussi d'un certain sujet collectif, d'une certaine partie du monde social. C'est ça ce qu'arrive à faire le romancier le mieux, en fait. Parce que le but, c'est pas d'avoir une histoire individuelle en tant qu'histoire individuelle, mais c'est que cette histoire, elle résonne. Et je trouve que son histoire, par rapport à Amazon, elle résonne. C'est la vie de beaucoup de gens, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à devoir contracter un contrat parce qu'ils sont dans la merde, en fait. Et dire oui, non, mais t'étais libre, t'inquiète et tout, c'est n'importe quoi, hein. Comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je pense, compte tenu du nombre de femmes battues, de victimes de pédophiles, de personnes victimes d'escroqueries, de trahisons en tout genre dans le contexte familial, professionnel, religieux, j'ai reçu des gens qui ont été obligés de sucer des imams ou des curés, des gens qui se sont fait tabasser, des victimes de viols en réunion. Je pense qu'en termes d'écoute et de considération de mon prochain, le métier que je fais n'est probablement pas le plus mal placé au monde par rapport à quelqu'un, effectivement, qui anime des plateaux télé, écrit des livres, fait de la musique et voilà, est une espèce de digne représentant de la gauche caviar qui essaierait de nous apprendre qu'est-ce que c'est que la misère. Oh, la gauche caviar, peut-être pas quand même avec Bégodeau. Bégodeau, il aurait pu choisir justement les paillettes et il a pas choisi les paillettes, hein. Humaine. Non, François, tu n'as pas le monopole de la misère humaine, même si tu as un faux self qui aime à te raconter, et donc à raconter aux autres par voie de conséquence que tu serais plus sensible que la moyenne, plus sensible à la misère humaine, mais c'est un faux self par définition, puisque le vrai self n'est pas mimétique. Et donc, de convoquer le mot liberté pour rendre compte du parcours que je viens succinctement de décrire, pour moi c'est proche de l'obscénité, en tout cas du contresens. Ou au bas mot en tout cas de la falsification. La liberté n'a rien à voir dans cette affaire-là, comme elle a rarement à voir dans l'ordre social. Vous voyez bien que dans l'histoire, je n'ai pas infantilisé cette amie, vous pensez bien que cette amie, je n'ai pas rapport de parentalité et de paternalisme avec elle, c'est une amie, nous sommes d'égal à égal, il n'en reste pas moins vrai que son parcours est celui-là, et qu'elle vous en parlerait comme je viens de vous en parler. Donc moi je n'infantilise pas les gens, je constate ce qui est dans l'ordre social, les rapports de force et les rapports de domination qui y ont cours, et qui liquéfient sur place toutes les valeurs qui sont centrales dans votre discours. Pascal. Écoutez, vous avez mis Il y a quelqu'un dans le chat qui dit mais pourquoi il dit pas tous les apartés qu'il fait, pourquoi il le dit pas en live plutôt que de ouin après, mais c'est tellement ça. un mot central, pour moi, c'est le mot d'écoute. Vous êtes revenu sur le mot d'écoute. Tout à l'heure, vous présentiez certains des boniments et vous parliez... C'est énorme, les bourgeois, là, la meuf, là, et le mec, là, ils ont tellement des dégâts de bourgeois avec le petit chat de bourgeois. Vous disiez, le gouvernement est sourd, pardon, excusez-moi. Le gouvernement est sourd, sourd au peuple. Et vous avez dit, c'est une bêtise. Je n'entends pas que vous écoutez. Moi, dans mon métier, c'est mon métier d'écouter. Chaque fois que vous prenez la parole après que j'ai parlé, oui. C'est pour dire que je vous écoute pas. Mais oui, non, mais c'est pas seulement... Non, je ne trouverai pas autre chose, parce que vous n'écoutez pas... Vous m'écoutez pas moi, mais vous n'écoutez pas non plus les gens qui disent que l'État est sourd. Et vous n'écoutez pas non plus... En fait, tous les boniments que vous avez dit, à chaque fois, il y a un manque d'écoute. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'écoute. Quand vous dites, par exemple... Oui, tout à fait. Et il y a un manque d'écoute. Et il y a, un manque d'écoute. C'est pas un manque, parce que vous êtes ce que vous êtes. Donc, c'est pas un manque, je vais pas vous comparer à une idée idéale de vous, c'est pas la question. Mais de fait, à cet endroit-là, il n'y a pas d'écoute. Voilà, il n'y a pas d'écoute. Et donc, quand vous vous placez dans une position, parce que vous dites, je n'infantilise pas mon ami, mais si. Mais tout simplement, si. Ah bon? Ah ben oui. À quel moment? Au moment où vous considérez qu'elle n'est pas suffisamment adulte pour faire des choix et pour se dire tiens, il est dans mon intérêt, même si ça va être difficile, même si ça va vraiment être pénible d'aller travailler sur Amazon, parce que derrière il y a un endroit, quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Si jamais on va essayer d'aller un petit peu plus et qu'on sort de cette rhétorique vraiment un petit peu facile comme ça, et qu'on essaye de rentrer sur le fond, c'est l'existence de droit à. Vous semblez postuler l'existence de droit à avoir un travail épanouissant. Vous semblez postuler l'existence de droit à un certain nombre de choses, non? Pas du tout? Alors dans ces cas-là, je ne comprends pas quel est le problème avec votre ami, parce qu'à partir du moment où il a trouvé un travail, si jamais il n'y a pas de droit à avoir un meilleur travail, expliquez-vous. Mais c'est les libéraux qui parlent en termes de droit, moi je parle pas en termes de droit, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je vois, c'est que... Dans ce cas-là, on est en termes d'affect pur. Bon, ça je peux compatir. Cet ami a un potentiel vital que sa situation sociale ne permet pas d'actualiser, c'est tout.
Mais justement, il n'y a pas de droit à actualiser sa production. L'ordre social que fabriquent les prédateurs empêche d'actualiser. Donc elle est en situation de dominer. Il n'y a aucune infantilisation de dire ça. Il y a des gens qui sont en situation de domination. Et c'est comme ça. Ils sont dominés par un ordre social qui est particulièrement agressif avec eux et oppressif. Si vous le niez, ça ne m'étonne pas de vous. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait dans votre... C'est pas que je nie. C'est bien ce qu'il ne sait pas. C'est pas que je nie. C'est que pour moi, il y a là une espèce de... à voler au secours de la victoire. C'est pas que je... Non. Là encore, c'est pas que je nie. Victorieux. Ça n'est pas que je le nie. Ça n'est pas ça, c'est que j'entends encore un bouc émissaire. Il y a quelque chose, vous dites, l'ordre social que font les prédateurs. Mais comme dirait Coluche, il suffirait qu'on n'achète pas pour que ça se vende pas. Nous sommes co-créateurs tous. Oh là là, mais en fait c'est ça. C'est un pur individualisme qui pense la société à partir des individus. Mais des individus comme étant la donnée de base. Sans jamais comprendre que les individus sont aussi des productions socio-historiques. C'est là le problème des libertariens. C'est qu'ils partent du vide, ils rajoutent des petits individus, ils rajoutent des caractéristiques aux petits individus, la liberté, machin, la propriété et tout, et ils disent « Ah bah c'est ça le monde ». Sauf qu'en fait non. Les individus, ils arrivent dans le monde à un instant T, avec des conditions matérielles d'existence... ça les détermine, et c'est même ça qui les produit en fait. Il y a un va-et-vient constant en fait entre les individus qui évidemment sont ceux qui font le monde et le monde qui se reflète dans les individus. On peut pas analyser que l'un ou que l'autre. Si on analyse que la structure, que les déterminismes sociaux, on se retrouve dans une espèce d'ultra-déterminisme où il n'y a plus d'individus et où il n'y a plus de sujets. C'est le problème des structuralistes. C'est le problème par exemple de Louis Althusser. Louis Althusser, c'est l'histoire est un procès sans sujet. Il n'y a pas de sujet dans l'histoire. Il n'y a pas des gens, des hommes qui sont en train de faire l'histoire. Il y a juste des structures qui se déploient selon une certaine logique. Dans le cas inverse, là, il n'y a que des individus, il n'y a plus de structure. Bah non, en fait, il y a les deux. Il y a les deux et tout ça, c'est coproduit et il y a une causalité complexe et en constante évolution. Sinon, on est dans une abstraction. Tous. Et là, je vous vois vous concentrer sur ce que vous appelez des libéraux. Bon, ok. J'appelle ça capitaliste de connivence. À la limite, on s'en fiche. C'est de la sémantique. On parle bel et bien de gens qui s'approprient des ressources sans avoir la moindre pensée globale, avec une forme d'égoïsme, voire de perversité parfois. Nous sommes d'accord là-dessus. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pourquoi avoir besoin d'un bouc émissaire comme ça ? C'est ça que je veux dire, vous avez des catégories psy comme ça, que vous plaquez sur n'importe quoi, on pourrait parler de n'importe quoi. Vous avez 2-3 trucs, genre bouc émissaire, tout ça, René Girard, mimétisme, tout ça, je vois bien, je connais bien, j'ai fait fac aussi. Oui. Mais c'est vous qui écoutez pas, parce que vous plaquez toujours vos concepts sur à peu près tout. Moi, j'ai pas besoin de... Alors, je vous propose un test. Non, mais je vous propose un test. Est-ce que véritablement, dans l'exemple que j'ai dit, cette femme est en situation de subir une domination et une oppression sociale? Attendez, on va faire un test très vite au niveau de l'écoute. Je vais reformuler ce que vous avez dit. Je viens de poser une question. Oui, je vous allais en avoir une, mais je suis pas à vos ordres. Nous allons faire... Oui, non, mais attendez, c'est un débat pour toi, ce n'est pas un clash. Non. Ne tombons pas dans... Oh là 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 là. Et c'est là où après il s'est dit, ouais, je vais refaire une vidéo après et je vais rajouter des trucs. Mais il est nerveux, parce que moi je suis gentil. Vous me dites que je n'écoute pas. Je vous propose de faire un test très simple. Je vais reformuler ce que vous avez dit. Vous allez valider si jamais je le dis ou non. Nous allons faire l'inverse. Vous êtes scandalisé. Parce que... Pas du tout. Jamais. En tout cas, ça vous touche. Il n'y a pas plus mensonger qu'un homme indigné. Nietzsche. Bon. Ça vous touche. Votre ami, ça vous touche. Ça vous émeut. Ça vient chercher l'humanité en vous à un endroit. Et vous aimeriez qu'elle puisse avoir une vie meilleure. Nous sommes d'accord? Surtout elle. Oui. C'est elle qui aimerait avoir une vie meilleure. Oui. Et vous êtes sensible à ça chez elle? Assez, oui. Oui, ça je le comprends très très bien. Merci. Ok. Merci, docteur. Je vous en prie. Il me reste donc un peu d'empathie. Oui, encore un petit peu. Est-ce que vous pourriez maintenant résumer ma position, comme je viens de le faire pour vous? Quelle position sur quoi? Ce que je viens de dire tout à l'heure. Le résumé de votre position, c'est que sous couvert de liberté, vous protégez l'ordre social et l'ordre des propriétaires et l'accumulation et la fonction de... Ah quel bâtard, putain, c'est excellent. Accumulation, et que vous continuez à vous bercer d'illusions sur la liberté pour enjoliver un système qui est fondamentalement inique et sauvage. Eh bien, c'est donc moi qui plaque des modèles. Je vous remercie. Oh là 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 là. Il l'a tué, c'est excellent, putain.
la démonstration est plus que concluante. Et d'ailleurs, au passage, elle confirme une étude scientifique absolument passionnante, où on a demandé à des gens de gauche de reformuler la pensée de gens du camp opposé, et il n'y arrivait pas du tout, alors que l'inverse était à peu près aussi crédible que ce qui vient de se passer. Nous venons simplement de réitérer une expérience scientifique classique de psychologie sociale. Je vous remercie. Ok, on va faire... Oh, je suis gêné, je suis gêné, je suis gêné. Je sais pas quoi dire, c'est juste gênant en fait. Il est tellement salé, tellement sûr le mec. L'horloge tourne, donc bon, il reste 2 mots. Écoutez, je vous propose, c'est François, Je sais plus. Je crois que j'ai tiré un réseau. Non, c'est moi qui ai tiré un réseau. Ah, c'est à moi du coup. Il y en a quelqu'un qui suit ici. Foie gras. Je reconnais ton écriture, car... Non, même pas, tu vois. Okay. Non, alors foie gras... Oh la gêne, le seul truc qu'il essaie de faire bien dans le truc, c'est que j'ai reconnu ton écriture et c'est même pas la bonne personne, putain. Y a rien qui lui sourit cette fois-ci. J'ai bluffé, j'ai perdu. Attendez, je prends juste le micro, juste pour dire que j'avais mérité pour qu'il y ait du foie gras ce soir, mais Attica m'en a dissuadé. Mais au moins, j'ai obtenu... Il n'y a pas de foie gras, donc voilà. Mais au moins, j'ai obtenu le mot foie gras sur le papier pour qu'on puisse en discuter. Pour vous, foie gras, ça vous évoque quoi? Attends, non. Ah bah oui, c'est François. Il a déjà un micro. Il y a déjà un micro. Il y a abondance. Je viens de micro. Ça vient. Ça vient. François Bégodeau, foie gras. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci. Je pense que les prédateurs ont tout intérêt à folkloriser les positions écolo. Ils voient bien que l'écologie, si elle est poussée dans... Si elle est radicalisée, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'au bout de ses conséquences par rapport à une certaine situation, ils voient bien qu'il faudra évidemment neutraliser la production. Donc je dirais que les capitalistes sont fondamentalement anti-écolo. Alors une de leurs parades, c'est de folkloriser la position écologiste, ou de la ramener à des espèces de petits débats comme ça, presque de mœurs, des petits positionnements quotidiens, etc. Donc on va le voir sur le barbecue, la viande, elle est quand même, c'est quand même bon une bonne viande, c'est quand même bon un bon barbecue, et quand même le foie gras, merde quoi. Alors oui, moi je fais partie tout à fait de ces gens qui trouvent qu'une bonne viande c'est bon, que j'aime bien les barbecues et j'aime bien le foie gras. Mais je ne folkloriserai pas la question écologique qui est quand même autrement plus grave. Il est fort hein, parce que vous piochez un mot et là tout de suite il renvoie vers quelque chose d'éminemment politique qui est l'écologie politique, ce que veulent faire les capitalistes de l'écologie, qui renvoie directement à un clivage de classe et il prend cet exemple là en se disant ouais c'était un piège en fait votre truc, vous voulez que je tombe dans un truc de gauche morale machin, ou que je tape sur cette gauche morale. Et là, il tombe ni dans le truc de gauche morale en disant « Ah, le foie gras n'est pas bien, je sais pas quoi », ni dans le truc de justement, le foie gras, c'est bien, et puis de taper, en fait, de crier avec les loups, quoi, contre les Sandrine Rousseau et les gens comme ça, quoi. Et il dit « Regardez, taper sur Sandrine Rousseau, en fait, c'est un stratagème des capitalistes, quoi, des bourgeois. » C'est extrêmement bien joué, hein. Et de fait, si on fait l'analyse et qu'on observe véritablement ce qu'il en est, c'est-à-dire la situation du vivant, la situation des sols, la situation de l'air, la situation des forêts, la situation des eaux, nous sommes dans une situation catastrophique objectivement. Une des raisons de cette catastrophe en cours, dérèglement climatique, mais c'est pas que ça, il y a une focalisation sur le dérèglement climatique et sur le carbone, enfin il y a tout un tas de choses, et par exemple une chose qui est beaucoup épargnée du fait du travail de beaucoup de lobbies, et d'un environnement, je dirais, d'une hégémonie culturelle de l'agriculture intensive qui fait qu'on épargne beaucoup l'agriculture intensive, justement, en tout cas l'agriculture productiviste, des choses comme ça. Et donc on épargne beaucoup l'élevage en batterie, l'élevage industriel, l'élevage de bêtes. Bon, alors le foie gras, de ce point de vue-là, ça reste presque artisanal, même si je crois qu'il faudrait voir la façon dont les oies ou les canards sont gavés. En général, ça se fait quand même au forceps, on le sait bien. Donc il y a un sujet de souffrance animale qui est un sujet intéressant, qui en général est assez folklorisé aussi, qui donne lieu à pas mal de blagues.
alors que je crois que c'est intéressant. Je pense que l'humanité avance toujours vers plus de sensibilité, qu'on soit maintenant sensible à la douleur animale est un progrès dans l'humanité, donc c'est intéressant aussi. Mais c'est pas à ce titre-là que le foie gras deviendrait un sujet. Il devient un sujet au sens où il fait partie d'un édifice ou d'un dispositif général qui est l'agriculture intensive, laquelle... Il y a quelqu'un qui dit quelque chose de très juste dans le chat, c'est les oies ont été libres de venir dans la ferme et de manger le gavage, et c'est vrai. C'est vrai, elles étaient libres de le faire. Est en train de dévaster à peu près tout ce qu'elle touche. Donc, je pense que le veau, alors, moi j'en ferai pas une thèse, je n'embêterai jamais personne qui mange du foie gras devant moi, je pense qu'il m'arrive même d'en manger encore un peu quand je vais chez papa et maman, et je ne me bouge pas le nez en faisant. Après, si on se situe sur un mode plus politique, c'est-à-dire de prendre en compte la situation dans sa globalité, il est évident qu'il faut en finir avec ça. À cet instant, j'ai compris que je ne pouvais attendre de mon vis-à-vis nulle empathie, nulle écoute, nulle considération, nulle compréhension. Il est totalement obsédé par son nombril, il n'y a pas d'écoute possible. Très bien, j'en fais le deuil. Et je renonce alors au... C'est trop drôle qu'il pop comme ça pour dire ça, quoi, juste pour cracher du sel. Au format du débat, voire à l'échange, voire même à la rencontre. Je me contente, dans ces cas-là, de délivrer un message en adéquation avec le public présent. Le foie gras, moi, m'évoque le champ lexical du luxe, même si je confesse en manger beaucoup trop, j'adore ça, mais bon, ça c'est pas la question. Et avec derrière, parce que je différencie bien les gens qui mangent du foie gras parce qu'ils apprécient réellement le foie gras et qu'ils ont une relation intime avec le produit, on va dire, je me classerais plutôt dans ceux-là. Et des gens qui mangent du foie gras histoire de se raconter ou de raconter aux autres qu'ils en mangent. Dans ces cas-là, le foie gras devient un signe de richesse, bon encore que c'est pas complètement hors de prix, mais enfin en tout cas un signe ostentatoire. Voilà, il y a une forme d'ostentation, et j'ai envie d'élargir à toute forme d'ostentation et à pointer un des drames du capitalisme de connivence actuel. Je ne dis pas le libéralisme pour rester fidèle à mon lexique, mais de même d'une société de consommation en général dans laquelle il faut présenter et paraître plus que le voisin, et que c'est d'une vanité absolument absolue, c'est une ruine spirituelle, et que c'est une conséquence d'ailleurs d'une déconnexion profonde spirituelle qui vise justement, il y a un manque. C'est bizarre son histoire de oui, les gens qui se forcent, alors ça existe peut-être, mais moi j'ai l'impression justement que pas le foie gras, il y a des gens qui aiment pas ça. Moi je connais plein de gens qui aiment pas ça, ils en mangent pas en fait. Ils vont, je sais pas, quand les uns mangent du foie gras, ils vont manger du saumon, un truc comme ça, et puis voilà, enfin... Je sais pas si c'est un produit où il y a tant de branlettes que ça autour, parce qu'en France, c'est quand même un produit relativement commun dans les menus de fête, et donc les gens finissent par savoir s'ils aiment ou pas, quoi. Il y a un vide que la société de consommation va permettre d'essayer de combler, mais qu'il va s'agir d'augmenter les doses encore et encore, de montrer toujours plus de statut social, toujours plus de signes extérieurs de richesse. Et c'est une perdition absolue, et de ce point de vue, effectivement, je suis plutôt partisan d'une forme de sobriété, mais d'une forme de sobriété choisie, et d'une forme de sobriété intime, dans l'intimité de son cœur. Et c'est à cet endroit-là où je pense que nous avons énormément en commun, et je déplore que nous n'ayons pas davantage échangé sur ce que nous avons en commun ce soir. Ça sonne un peu comme un abandon, hein. Le mec a parlé du foie gras, mais vraiment de manière premier degré. Alors ouais, j'aime bien ça, moi, et puis j'associe ça au luxe, bon merci, ok, super. Et a fini par dire, voilà, on avait des trucs en commun, mais tu l'as pas dit, et tout. C'est un peu gênant comme intervention, pour le coup. Quand vous parlez de choisi, on n'aura vraiment pas grand-chose en commun, parce que je pense que pour moi, c'est vraiment le point cardinal de l'affaire et de notre adversité, de notre antagonisme qui est réel. Voilà, c'est pas grave, hein. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais moi, quand j'entends choisi, je pense aux paysans indiens à qui on impose des semences, quoi. À qui les grands groupes imposent des semences. C'est trop drôle, ils politisent tout Bégodeau, alors que l'autre, là, il est allé 1, 2, 3 fois essayer de faire bégayer Bégodeau. Au final, il s'est fait mettre en sueur, et là, il avait abandonné, et Bégodeau revient à la charge. Il est vicieux un peu Bégodeau, il aime bien ça, faire bégayer. Rien n'est choisi dans cette affaire. En tout cas, il y a tout un pan de l'humanité qui ne choisit rien de ce qui constitue son quotidien. On entend bien là la frustration de François sur le fait qu'il ne choisit pas, et sur le fait qu'il vit comme une souffrance profonde son rapport avec le réel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas suffisamment de bonne maman intérieure pour pouvoir se faire un câlin, pour composer ensuite avec le réel / papa / Dieu. C'est... Mais ça sort de nulle part, il y a sa grosse tête qui arrive pour nous expliquer ça, quoi.
Je crois que j'ai vu Magne dans le chat. Magne, il faudra que tu nous fasses une belle miniature parce qu'il est exceptionnel, le gars. Et ça confirme vraiment mes thèses. Honnêtement, je ne l'avais pas écrit avant. Et je trouve toujours élégant lorsque l'on propose comme ça des thèses d'explication psychologique, lorsqu'on a la confirmation qui arrive comme ça sur un plateau. Oui, François, tu as la haine, tu as le seum, comme disent les jeunes. Oh non, 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 il a dit que c'était François qui avait le seum. Incroyable. Enfin, ça fait au moins 10 ans qu'ils disent ça, non? C'est plus du tout à la... Bon, bref, s'il y a des jeunes, vous me dites dans les commentaires. Mais en tout cas, oui, François, tu as la haine parce que le monde ne correspond pas à tes aspirations et que tu n'as pas suffisamment de bonne maman à l'intérieur, pour l'instant en tout cas, parce que ces choses-là peuvent changer. Je te souhaite de pouvoir la développer, cette bonne maman intérieure. Mais tu n'as pas suffisamment de quoi te faire un câlin à cet endroit-là. Et du coup, tu es face à une telle détresse, quelque part, que tu agis comme un rat de laborie. Et que fait un rat de laborie quand il est stressé et qu'il y a d'autres rats à côté de lui? Oh, il y a tout de la psychologie de comptoir, un peu. Il va parler un peu de psychanalyse, là, il va parler un peu de mimétisme, là, il parle d'Henri Laborie et tout. Oh là 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 là. Il attaque. Et c'est ce que tu fais. Et c'est bizarre qu'il n'ait pas parlé de Pavlov aussi. Pour ça que tu te crées des boucs émissaires. Au lieu de regarder là où ça te ferait du bien, justement, c'est-à-dire que tu es bloqué sur le problème et du coup tu deviens aveugle à la solution. Et si jamais tu arrives à te réconforter toi-même ou à t'entourer de gens qui peuvent réellement t'entendre et te rejoindre à cet endroit, eh bien crois-moi que ta vie va complètement changer, tu vas te détendre profondément, tu seras capable de faire un avec le réel, et peut-être seras-tu davantage édité, peut-être tes films sortiront plus, peut-être tes morceaux de musique plairont à plus de gens. Non mais c'est incroyable, ce mec-là dit à Bégodeau, oui voilà, donc tes livres ils sont pas édités, les livres de Bégodeau ils sont super lus, je pense dans les essais politiques et tout, c'est un des mecs qui fait le plus de ventes et tout, les films ils sont super connus, enfin c'est n'importe quoi hein. En tout cas, c'est ce dont témoignent énormément de gens qui, autour de moi, ont fait ce travail. Et c'est bien ça qui est à l'origine de la bataille sociale nécessaire qu'on doit mener. Il y a d'autres gens qui imposent à d'autres des choix, et qui du coup les privent de la capacité de choisir. Et on retrouve ici un autre point que j'avais déjà développé dans des vidéos précédentes, qui est ici, quand on entend François dire « les prive de la capacité de choisir », on entend bien qu'il s'identifie à la victime. Il s'identifie aux faibles, il s'identifie aux pauvres, il s'identifie à ceux qui ont moins d'options que les autres. Le fait est que si on veut à un moment donné penser les choses avec clarté, il va falloir sortir de la transe hypnotique d'identification. Et que une des manières de sortir de la transe hypnotique d'identification, c'est... T'imagines, tu payes une consulte avec lui et il te sort des trucs comme ça. Déjà d'avoir conscience de son propre pathos. Ensuite, ça va être de s'identifier tour à tour à ceux qui sont en position de victime et de faiblesse, à ceux qui sont en position de force ou de domination, à ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, et à encore tous les autres. À partir de là, on a été capable au niveau de notre conscience de faire le tour des forces en présence, et là on a la big picture, là on a l'image globale, et là on va être capable de produire dans le logos une thèse pertinente. Tant qu'on est... Voilà, dans le logos... archi-identifié à ses affects et notamment à son enfant intérieur qui vit les choses comme une victime, eh bien on ne sera pas en capacité de penser les choses avec clarté, tout simplement. C'est bien ça, donc là... Mais il s'est fait... Bégodeau, il a un 8000 m² dans la tête de ce gars-là après ce débat. Hein. On s'en remettre encore une fois en bon libéral, là... Il y a une situation écologique où il y a quand même une espèce de dévastation en cours, et là, chacun ferait son libre choix. Mais il n'y a pas de libre choix qui tienne, en l'occurrence. Hein, est-ce que, si vous appreniez que votre enfant va mourir parce qu'il est séquestré par un malfrat, un serial killer, il faut qu'il ait le libre choix de s'évader. Je prie pour qu'il ait le libre choix de s'évader et pouvoir échapper à l'emprise de serial killer. C'est quand même ça la situation de pas mal de gens en fait. Évidemment j'hyperbolise les choses, je caricature, enfin en tout cas je produis une figure un peu excessive pour faire comprendre les choses et pour comprendre à quel point la notion de choix est totalement nulle et non avenue, encore une fois, dans toutes les situations sociales qu'on vit. Voilà. À quel degré d'urgence faudra-t-il être arrivé pour que vous quittiez cette espèce d'angélisme, parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement angélique dans la pensée libérale, qui consiste à dire que chacun, voilà, c'est à la discrétion de chacun de mener sa vie comme il pense que c'est le plus souhaitable qu'il l'amène. C'est pas exactement comme ça que les choses se passent.
Réponse de Pascal. Je pense vraiment que je quitterai cette soirée avec le sentiment d'un rendez-vous raté. À quel point... Ça m'arrive beaucoup avec les femmes, ça. Eh bien, je réfléchis à ma transition en 2023, mais pour l'instant, je vais rester encore sur mon bord. La définition que vous avez du choix n'est pas la mienne. Celle que vous avez fait du choix n'est simplement pas la mienne. Sur ma chaîne YouTube, je parle de ce qu'on appelle en psychologie les locus de contrôle interne et les locus de contrôle. En gros, pour faire simple, face à une situation, vous avez des gens qui vont voir le système et qui vont dire on n'a pas de choix, il y a des forces qui s'exercent sur nous, et vous avez des gens qui vont dire je choisis d'eux. Les deux sont des mensonges, les deux sont des mythes, les deux sont ce qu'on appelle des heuristiques. Ce sont des façons très très faciles qu'ont notre cerveau de se simplifier le réel, tant du côté d'un libertarianisme bas du front qui croirait au premier niveau à cette notion de choix, et qui ferait donc fi des arguments que vous apportez, qui sont de bons arguments. Et de la même façon en face, chez des gens plutôt avec une sensibilité de gauche, on va se dire tout est social, etc. Les deux sont des mensonges, nous sommes hémiplégiques tant que nous pensons le monde avec ce genre de choses-là. Comprenez bien une chose, lorsque des libéraux, parce que pour être très très clair, le libertarianisme c'est avant tout une théorie du droit. Pour revenir sur ce qu'il dit, il y a une part de vrai dans le sens où il y a des gens, et Bégodeau, il est à la limite de ça, qui tombe dans un espèce de déterminisme, comme je vous en parlais tout à l'heure, très structuraliste, où il n'y a plus de place aux hommes. Où les hommes seraient vraiment qu'un effecteur de la structure, quoi. Ce serait un espèce de rouage, quoi. Ils pourraient rien faire, quoi. Il y a ce côté-là qui est pas très très humaniste, je trouve, et pour le coup, qui ressemble pas vraiment à la théorie marxiste. C'est une théorie plutôt structuraliste que marxiste. Ça, il faudra qu'on en parle avec Position Revue, ce sera intéressant, sur le rapport de l'individu, de la liberté, à l'intérieur d'un monde qui contient des forces et qui contient des conditionnements. C'est quelque chose d'intéressant. Parce que là, la position de Bégodeau, on croirait qu'il pense qu'il n'y a aucune liberté des individus. C'est quand même quelque chose qui poserait énormément de questions, à la fois sur le plan moral et judiciaire, mais même sur le plan humain, enfin sur le plan anthropologique. Si, très bien. Moi, je suis le premier à penser que dans la vie, il n'y a pas beaucoup de choix, vous savez. Et ça ne m'empêche pas d'être libertarien. Et ce n'est pas une contradiction. À vos souhaits. Dans la vie, il n'y a pas beaucoup de choix. On ne choisit pas d'aimer la myrtille ou d'aimer le cassis, on ne choisit pas de trouver une femme belle ou de la trouver repoussante, on ne choisit pas d'avoir une appétence pour l'équitation ou pour la plomberie. Je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de choix. Mais c'est pas de ça dont il est question, c'est qu'on a besoin du choix pour faire une théorie du droit. Mais s'il n'y en a pas. Ah mais justement, il y a des mythes, il y a des mythes nécessaires. La théorie du droit libéral invente une fable, effectivement, une fiction. Mais comme toute théorie, puisqu'en fait toute théorie est un mythe, il n'y a que le réel. Donc, on est d'accord là-dessus. Par contre, tous les mythes ne se valent pas. Et c'est là où il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas de choix, très bien, allons-y, il n'y a pas de choix. Ma voisine s'est faite violer, très bien, il n'y a pas de choix, c'était son destin. Et vous voyez que là, il n'y a plus de droit possible, en fait. Si jamais on... Oh là 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 là, elle a dit masterclass. Elle s'est fait violer, il n'y a pas de choix, c'était son destin. Et en fait, parce qu'il pense quoi, que les femmes font le choix de s'être fait violer? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Enfin, tu te fais agresser, évidemment que c'est pas ton choix. C'est n'importe quoi son truc. C'est pas ton destin non plus, c'est ni ton choix ni ton destin. Par contre, il y a le choix de la personne qui t'a violé, ça d'accord. On reconnaît pas. Mais c'est une fiction, vous avez raison que c'est une fiction, mais c'est une fiction qui est nécessaire à l'ordre social. C'est une fiction qui est nécessaire au respect de l'altérité. J'y reviens là encore. Donc évidemment que c'est faux. Je suis d'accord, mais vous me faites ici passer pour une espèce de benet un peu naïf qui croirait au premier degré au choix. Mais, s'il vous plaît, chers amis. Mais d'une part, je vais essayer d'être plus intéressant, je vous promets. Mais d'une part, ça n'est là encore pas ce que j'ai dit, et là encore, comme vous faisiez une espèce de parangon... Oh, le mec, il bégaye pour avoir tout le débat à dire c'est pas ce que j'ai dit, c'est un peu la gêne. Hein. Et pour le coup, c'est peut-être un truc, là, s'il regarde, dans les débats, faut arrêter d'être défensif comme ça. Parce que là, il est défensif tout du long, à réexpliquer ses propos, à chaque fois, tac, 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 il prend des attaques de Bégodeau. Il aurait peut-être dû plus attaquer aussi. Écoute, ben là encore, vous ne m'aviez pas entendu. Peut-être vous m'avez écouté, mais pas entendu, c'est pas arrivé, je vais vous laisser le bénéfice du doute. Mais en tout cas, voilà, c'est un mythe, oui, bien sûr, mais c'est un mythe qui est nécessaire, donc, pour avoir une théorie du droit qui permet de respecter la souveraineté de l'autre. Parce que si j'agresse mon voisin ou ma voisine, c'est possible, ou si c'est eux qui m'agressent avec leur regard patibulaire, et ben, à un moment donné,
Il faut pouvoir dire qu'il a eu le choix de m'agresser pour qu'il puisse y avoir condamnation. Évidemment que peut-être que Karl n'a pas Là, eu je le suis choix. d'accord, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le problème de dire ah, c'est la structure qui fait tout, c'est qu'à la fin, tu finis avec des positions que tu peux tenir, mais qui sont des positions où il n'y a plus d'actes répréhensibles condamnables parce qu'il n'y a plus de choix en fait. S'il n'y a plus de choix, il n'y a plus de raison de condamner les gens. C'est la position d'ailleurs de Laganerie, ça. Une position qui est intéressante, mais c'est une position qui est extrêmement déterministe, en fait, parfaitement déterministe. Mais du coup, alors, on comprend pas l'intérêt, la place de l'homme dans l'histoire, en fait. C'est quoi? C'est quelque chose de totalement soumis aux structures, qui développe la structure comme ça, comme elle le fait. En fait, il y a presque un côté destin là-dedans, en fait. Chance dans la vie, qu'il a eu une enfance absolument terrible, etc., qu'il a poussé à cet acte absolument malveillant. Évidemment, c'est extrêmement possible. Mais si on fait ça, vous voyez, il n'y a plus de réparation. Sonderbush, Magne, qui ne fait pas que les miniatures, qui balance une masterclass absolue dans le chat, qui dit la question de la liberté dans le déterminisme, c'est la conscience. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a plus de reconnaissance du statut de victime, etc., etc. Et donc c'est un mythe nécessaire. Pensez vraiment à ce que donnerait une société dans laquelle tout ne serait que karma. Vous parliez de l'horreur de l'âme, je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne chose. Non, mais ça confirme bien, vous avez tout à fait raison, la société a besoin de ce genre de fiction, vous avez raison. Et là-dessus, on est absolument d'accord. Mais je suis tout à fait... Enfin Bravo Ça confirme... C'est pas la première fois. Ça confirme bien une chose, c'est que vous parlez toujours au nom de la société et je parle toujours au nom de l'individu. Non. Ah là 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 là, il a fait exprès, Bégodeau qui fait exprès de dire à un libertarien, voilà, c'est moi au final la vraie personne qui défend les individus alors que vous défendez la société. C'est vraiment un troll, hein. Non, juste non, je vous rappelle encore la phrase de Bastiat que je vous avais déjà mis dans la dernière vidéo sur les droits de l'homme. Non, notre confiance est dans l'humanité, pas dans le législateur. Votre confiance est dans le législateur, pas dans l'humanité. Non, t'es encore en train de la faire à l'envers, t'es en train de t'agripper comme ça à ta mimésis, comme Manuel Valls s'agrippe à un poste à responsabilité. Moi je m'appelle Manuel Valls. Tournerai Paris, fa molt que no mano. Putain, c'est le cringe absolu, ça sort d'où? Diguin jo faré. Puc ser el president un caça gitano. Non et non. En fait, t'as vraiment cette image de toi, ce faux self de c'est moi, le défenseur du bien, de la veuve et de l'opprimé, et les gens en face sont des salauds. Parce que tu tiens sur ce bouc émissaire, donc c'est normal que tu te battes pour l'avoir. Mais tant que tu es là-dedans, tu es dans un faux self, et tant que tu es dans ce faux self, on ne peut pas se rencontrer. Et tant qu'on ne peut pas se rencontrer, on ne peut pas discuter. Et tant qu'on ne peut pas discuter, mais tu ne t'occupes pas de l'humain, puisque tu ne le vois pas, tellement tu es obsédé par ton nombril, François. Donc il se confirme bien. Putain, le sel, quoi, le sel. Que le défenseur de l'individu de nous deux, c'est moi. Vous défendez l'ordre social. Vous défendez la société. Non, mais non plus. Là, on voit bien que ton mental est parti en vacances à Bali. Non, mais tu pouvais lui répondre en face, là. Pourquoi t'es obligé de répondre 3 plombes? C'est une purge, la vidéo. Loin, non, enfin j'arrête de dire qu'un libertarien défend l'ordre social, non, un libertarien n'a qu'une seule envie, c'est que l'État disparaisse, l'ordre social est basé sur l'État, tu comprends le syllogisme? Oui, mais vous êtes des idiots utiles, des libéraux enfin des néolibéraux on va dire, et de la bourgeoisie plutôt, qui sera plutôt une classe plutôt qu'une idéologie, c'est mieux de dire la bourgeoisie que les néolibéraux, qui sont les gens qui sont dominants dans cette société, c'est juste simple à ce point-là, quoi. Tu comprends que t'es en train simplement de dire de la merde là ou pas? Non, simplement tu as besoin d'un antagoniste. Et tant que t'as besoin d'un antagoniste, tu es dans le cerveau limbique et tu n'utilises pas ton néocortex. Dire d'un libertarien qui défend l'ordre social, non, l'ordre social se base sur 57% de prélèvement obligatoire. Combien... Oh là 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 là, l'argument de merde, c'est excellent, putain. Il est en sur total. Mais oui, en fait, non mais Bégodeau a été parfait, là il lui balance la pique ultime, il lui dit non mais en fait tu crois défendre l'individu mais tu défends la classe sociale qui domine la plupart des individus en France, c'est excellent comme take. Libertarien veut de prélèvement obligatoire, 0. Non, tu ne te rends même pas compte que tu n'as perdu à cet instant la capacité d'utiliser ton cerveau, François. Mais vraiment, c'est très frappant. La deuxième chose, c'est que moi, je suis tout à fait content de vous entendre dire enfin, après pas mal de dérives fictionnelles et de fables passionnantes, mais néanmoins creuses, qu'il n'y a pas de choix.
Et donc, revenons à l'exemple de mon ami qui se retrouve à aller signer un contrat. Vous voyez, moi, Bégodeau, je le suis pas là sur le il n'y a pas de choix. Pas non plus. C'est pas très très humaniste, je trouve, comme position. Et c'est une position héritée du structuralisme pour le coup. Il faudra qu'on en parle à un moment de la théorie de la liberté dans le marxisme. C'est pas une question qui est évidente. Librement parce que c'est son choix à Amazon, puisqu'il n'y a pas de choix, ça n'est pas son choix, nous sommes bien d'accord. En fait, il y a plusieurs points de vue qui coexistent à cet endroit. Ce serait la dernière réponse parce Non mais je qu'après veux on va passer aux réponse à ma question là. Ah mais je suis en train de vous la S'il donner. n'y a pas de choix, il n'y a pas de choix non plus de signer le contrat Je suis pour en mon train- ami qui va chez Amazon. Je suis en train de vous la donner, mais pardonnez-moi de faire une réponse complexe. Je sais que souvent les marxistes préfèrent des réponses simples avec des boucs émissaires identifiés, mais... Vous avez un problème pathologique avec les marxistes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes violé par un marxiste, il y a eu un problème dans l'enfance. Non. Et ne confondez pas complexe, une réponse complexe et une réponse esquive. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'esquiver. Et vous vous planquez derrière la nuance ou la complexité. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Vos dons de vision de l'avenir, je viendrai en consultation. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Non, En vrai, il s'acharne, Bégodeau. Il s'acharne, il aime bien le sang. Hein. je suis en train de vous dire que... C'est-à-dire qu'on vous entend à la télé en permanence, donc on finit par vous connaître. À la télévision. Tout à fait. Moi je vous entends à la télévision tout le temps, en permanence. Mais oui. Et donc là, Tous les éditocrates parlent comme vous m'entendez moi ou vous plaquez une catégorie prépensée sur le réel? Oui, là à un moment donné j'ai du mal à comprendre parce que je ne suis jamais passé à la télévision et très vite je comprends qu'en fait il parle de vous, c'est-à-dire qu'il fait une catégorie générale. Il dit vous les libéraux, les non-socialistes, les autres. Voilà, en gros le fond de son discours là, Les non-socialistes. il dit vous les autres. Il est complètement perdu là dans son cerveau limbique et il a besoin d'un adversaire quitte à le créer de toutes pièces et il n'entend plus rien à ce stade. Moi je savais pas du tout qui vous étiez, mais vous Non, mais s'il dit pas cerveau limbique ou je sais pas quoi luciférien, là, ça, il meurt ou ça se passe comment? écoutant ce soir, je me dis effectivement j'ai affaire à François Langlais, à Dominique Seux et à Nicolas Bourreau. En fait, c'est toujours. J'ai une chance incroyable, c'est que je ne sais pas qui sont ces gens, ça me permet donc de passer, de pas mal le prendre. Bon bref, je vais quand même vous répondre. Je vais vous répondre. Avec des graphiques quand même. La notion de choix, la notion de choix va justement être prise à plusieurs niveaux. Il va y avoir des gens qui vont se vivre comme des taureaux aucun choix, qui vont faire appel au destin, etc. Et donc dans ces cas-là, ils vont se dire oh mon Dieu, pauvre de moi, etc. Je dois aller travailler chez Amazon, je n'ai pas le choix, c'est la volonté de Dieu, la volonté d'Allah, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il part encore d'un exemple individuel en disant il y a des gens qui pensent comme ça, il y a des gens qui pensent comme ça? C'est pas ça l'analyse du monde réel. C'est pas juste dire il y a des gens qui pensent l'un, des gens qui pensent l'autre. Très bien, c'est une vision du monde. Il y a des libertariens qui vont considérer que c'est une forme de choix, et il y a des gens qui auront suffisamment de recul pour voir le cirque de cette situation. Nous nous racontons des fables pour donner du sens à notre existence. Selon les fables que nous allons nous raconter, nous allons finir libertariens ou marxistes. Mais il va y avoir des gens qui auront suffisamment de recul sur cela pour pouvoir discuter politique de façon détendue, en ayant tout de même la conscience que toutes les fables ne se valent pas, j'insiste là-dessus. Et puis, Il est en sueur, hein. Il est en sueur. Là, il est en train de dire ouais, t'as été méchant, François. vous allez avoir des gens qui vont pointer du doigt autrui en disant je veux une réponse, mais la réalité est complexe et vous ne me ferez pas Ça, c'est la réponse du relativiste. Enfin, c'est quand t'es baisé, tu te dis ouais, non, mais en fait, non, mais c'est plus compliqué que ça, on sait pas trop, quoi. la concaténer comme ça dans une réponse aussi simple, et vous pouvez appeler ça esquive si vous voulez, moi j'appelle ça de la pensée complexe. Voilà, c'était la fin du débat. Malheureusement, la caméra n'avait pas assez de batterie pour pouvoir enregistrer ensuite les questions. Ce qui était particulièrement savoureux, c'est qu'ensuite, dans les questions, il a revendiqué la liberté de choix pour un certain nombre de personnes ensuite, tout en insistant bien sur le fait qu'il n'y avait pas de choix, comme quoi lui-même me rejoint quand moi-même je dis qu'il est très important de pouvoir passer à un moment donné d'un locus interne à un locus externe, et que tout propos se basant uniquement sur un locus interne ou sur un locus externe est ou malhonnête ou indigent, évidemment. Bon, inutile de vous dire que je ne suis pas sorti grandi de cette soirée et de ce débat, même si j'ai eu la joie d'y rencontrer quelques personnes fort sympathiques au demeurant ensuite. Pourquoi je vous la partage ? Je vous la partage pour vous montrer, là encore, un exemple, un archétype de ce que peut donner un individu intelligent, instruit, éduqué, disposant a priori d'une culture solide, qui n'est pas allé voir son ombre,
qui ne l'a pas questionné et qui ne s'est pas familiarisé avec ses démons et avec son monde intérieur. Voilà ce que ça donne. Les traumatismes limbiques non résolus et non investis. Non mais il boucle, hein. Les traumatismes limbiques, voilà, c'est pour ça que j'ai pris une fessée en fait. Comme par exemple ici la gestion de la frustration pour François, vont paralyser en fait en réalité son néocortex et vont l'empêcher d'accéder à la fois à une vie suffisamment épanouie. Si un type vous parle comme ça, vous savez quoi en penser directement, quoi. Puissante pour être un avec le réel. Ça va également l'empêcher de connecter avec des individus comme moi, puisqu'il sera vital pour lui de ne surtout pas recevoir la pensée complexe que je peux lui transmettre. Voilà, il n'avait pas le niveau à cause des traumatismes avec papa-maman, il n'a pas réussi à écouter ce que le monsieur avait à dire. Peut-être qu'il a fait mine d'eux et qu'en fait, en réalité, il a abaissé son niveau ici, mais je vois pas vraiment quel intérêt il aurait à le faire. Je veux dire, a priori, quand on peut rencontrer quelqu'un dans de l'empathie, de la connivence, de la compréhension et une forme d'estime réciproque, la plupart des êtres humains le font. Enfin, ou alors, comme dirait l'autre. Ou alors, je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Non, a priori, mon rasoir d'Occam tendrait à m'indiquer qu'il dispose simplement d'une forme de pathos non résolue à cet endroit et que... Ah, mais c'est pur bullshit, hein, c'est vraiment... Le vocabulaire est pur bullshit, c'est excellent. Hein. Cela l'empêche de rencontrer l'autre et cela entraîne des transes d'hallucinations négatives de l'extérieur et des propos tenus. C'est-à-dire en clair que, comme vous l'avez vu un nombre incalculable de fois, il n'écoute pas l'autre. Il plaque des modèles mentaux en vrac et lorsque l'on fait le test de la reformulation, il est littéralement incapable de se mettre dans les pieds d'autrui, dans les chaussures d'autrui. Et c'est normal, parce que dans le fond, il a profondément besoin qu'on se mette dans ses chaussures à lui. Quand vous n'avez pas suffisamment reçu d'empathie, que vous êtes vous-même en manque, en crise, en pénurie grave d'empathie, manquerait plus que vous en donniez à autrui. Évidemment, ma bonne dame, c'est totalement compréhensible et pour cela, je ne lui jette absolument pas la pierre. Ce que je ressens ici en finissant de tourner cette vidéo avec vous, pour ne rien vous cacher, c'est plutôt une certaine forme de compassion. Putain, mais le déni est incroyable. Hein. 2h03 quand même, mais c'est incroyable. Un sens profond du tragique de l'existence, puisque cela signifie que cet être humain, ce frère humain en face de moi, qui m'a d'abord légèrement stimulé sur le moment, légèrement, hein, restons tout à fait, j'ai très bien dormi le soir même et j'y ai même pas repensé après. Oh là 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 là, c'est tellement faux. Oh, je viens de voir un menteur là. Le mec a fait une vidéo de 2h03. Il a rajouté 53 minutes en plus du débat normal pour dire que Bégodeau était méchant, je sais pas quoi et tout. Il dit non mais je n'y ai jamais repensé. N'importe quoi. J'ai très bien réussi à dormir, je n'y ai pas repensé. Déjà tu dis pas cette phrase quand c'est vrai, t'as pas besoin de le dire normalement. Tu fais un débat avec un mec, t'es pas censé ne pas dormir de la nuit. Donc on est vraiment très loin de quelque chose de préoccupant, mais néanmoins, j'ai quand même pu, au cours de cet échange, voir qui il était derrière la façade comme ça de l'intellectuel médiatique, pour voir en fait un petit enfant qu'on n'a pas écouté et dont on n'a pas entendu la détresse face au fait que dans le monde, non, on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie. Et je te souhaite du fond du cœur, François, de pouvoir rencontrer ou en toi, dans ta relation avec Dieu, ou auprès d'autres êtres humains, des gens capables de te rejoindre dans une forme d'empathie. Parce que ça ne doit pas être drôle d'avoir vécu 52 ans sur cette planète avec un tel niveau de frustration et de non-écoute. Non mais putain, mais Bégodeau, s'il voit ça, mais il doit se pisser dessus, hein, c'est incroyable. Cette tête est pas mal, hein. C'est pas mal comme truc. Cet extrait à détourer, je pense, pour Man, ça peut être assez sympa, je pense. Voilà, si cette petite retranscription de ce débat avec Bégodeau t'a plu, n'hésite pas, je fais pour le débat, hein, pas pour Bégodeau, vous avez bien compris, vous savez que je n'aime pas les débats. Hein. Mais en tout cas, si ça t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, évidemment, partager sur les réseaux sociaux. Merci aux tipeurs d'être encore et toujours là, et moi je te dis à très bientôt. Salut Internet. Vous êtes sans nul. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors là, je sais pas comment on a mis la vidéo là, mais
Enfin, j'ai trouvé le droitardé le plus en déni. Ou alors Bégodeau assassine ce chauve en débat. Oh, c'est n'importe